On se retrouve pour notre 7e podcast, comme toujours et encore en compagnie des 4 coachs. Je vais jamais y arriver. Ouais, tu vas pas y arriver. En compagnie des 4 coachs SBD Forever Coaching. Voilà, il suffit de prendre son temps et de pas parler trop vite. Vous allez peut-être entendre mon verre faire des pétilles, donc je vais espacer un petit peu du micro car ils sont très sensibles. Et on va partir directement. Est-ce que l'un de vous a un sujet qui est déjà clair et net dans sa tête et avec lequel il veut commencer? Moi j'ai un sujet clair et net. Allez, enchaîne. Quel est ton sujet clair et net? Moi j'ai un sujet du coup clair et net qui nous a été proposé par quelqu'un dans les commentaires du dernier Entre-Coach je crois, ou de celui d'avant, et c'est assez intéressant, on n'en a jamais parlé, et moi c'est quelque chose qui personnellement a un peu changé au cours de ma pratique, c'est les compléments alimentaires. Donc quels sont vos compléments alimentaires à vous que vous utilisez en tant qu'athlète? Quels sont ceux que vous pouvez recommander, même si vous les prenez pas forcément, parce qu'une prise de complément alimentaire c'est personnalisé, même s'il y a des grandes bases. Voilà, qu'est-ce qu'il en est un peu là par rapport à tout ça? Bon, allez, je me jette. Alors, moi, ça a beaucoup évolué. Quand j'ai commencé la force, même la muscu de manière générale, je prenais beaucoup de compléments. En fait, j'ai l'impression que je me faisais beaucoup avoir par le marketing, c'est-à-dire j'ai l'impression que tout fonctionnait, tout était utile, donc je voulais tout le temps optimiser, machin, etc. Et plus le temps passe, et plus je suis minimaliste, on va dire, dans ma prise de compléments. Du coup, à l'heure actuelle, les trucs que je garde quasiment tout le temps, ça va être créatine, le collagène, et après, en gros, un supplément en protéines. Donc, ouais, ça peut être des barres comme on a là sur la table. Enfin, ça va dépendre en fait, juste quelque chose qui peut compléter mon apport en protéines, si j'en ai pas assez, si je suis en déplacement, si machin, c'est un peu compliqué de manger autant de protéines que je voudrais. Un truc que j'ai... avec lequel j'ai vraiment du mal, c'est les multivitamines par exemple. Enfin, moi je comprends pas les gens qui prennent des multivitamines. Ça sert à rien. Bah, en fait, ça sert à rien de se complémenter dans une vitamine dont tu n'as pas besoin, et ça peut même être délétère d'en avoir trop. Donc juste, ce qu'il faut comprendre, en plus c'est un peu des sujets complexes, parce que là c'est de la biochimie, mais être en déficience d'une vitamine ne veut pas forcément dire qu'il faut juste apporter plus de cette vitamine. C'est peut-être d'autres choses qui causent ce problème de déficience, donc du coup il faut faire attention et comprendre on va dire le comment du pourquoi avant de se supplémenter juste pour se supplémenter, même si ça évidemment c'est plus compliqué pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances là-dedans. Donc en gros, juste, moi ce que je recommande, c'est vraiment, ça sert à rien de vouloir tout prendre. Je vois beaucoup de la mode de il y a 5000 plantes, ashwagandha, machin, etc. En fait, si vous voyez un effet positif, pourquoi pas. Après, il y a toujours l'effet placebo, même si en soi ça fait rien de physiologique, ça peut toujours avoir un aspect positif, mais juste essayer d'aller au bien, et plutôt que de faire beaucoup et de pas tout prendre ou de le faire moins bien, dans le sens où il vaut mieux prendre les bons dosages des compléments, voire les augmenter, typiquement le collagène si vous en avez besoin, et de prendre que ça et d'en prendre plus si c'est nécessaire, plutôt que de vouloir avoir 50 trucs différents et puis au final parfois oublier de refaire sa commande ou pas forcément avoir les moyens de les reprendre tout le temps, et du coup ne pas avoir une prise qui est justifiée et qui est continue. Ça aura beaucoup moins d'impact positif que de rester avec les bons trucs, prendre de la bonne qualité, et les prendre tout le temps, ou en tout cas au dosage nécessaire. Ok. Moi aussi, ça a pas mal évolué sur mes années de pratique. Au début, moi, je faisais que de la muscu, et c'était genre, je me rappelle de ma toute première commande, c'était Whey BCA. Vraiment, les BCA, ouais, wow. le truc de base, quoi. C'est tellement vieux pour moi. Genre, j'étais super mal informé là-dessus. Et en fait, maintenant, l'année dernière, j'ai fait la formation bayésienne, et j'ai eu une approche beaucoup plus santé, en fait, sur les compléments alimentaires. Moi, ce que je prends tous les jours, c'est oméga 3, vitamine D, et sur les jours où je m'entraîne, de la protéine en poudre et de la créatine. Après de la caféine dans l'entraînement, mais je considère pas trop ça comme un complément alimentaire personnellement. Mais voilà, oméga 3 et vitamine D, c'est là où j'ai eu vraiment un déclic sur les oméga 3, à quel point ça pouvait être important pour la santé. Faut faire attention au dosage EPA, DHA, mais ça c'est un peu plus précis, on va dire. Et pour rebondir sur les multivitamines, moi là où j'ai un problème par rapport à ça, c'est qu'en fait souvent ils sont hyper mal dosés. Et ça peut être hyper sous-dosé comme surdosé, et comme tu disais, sur des trucs où t'en as pas besoin en fait. Même en dehors de ça, il y en a un qui est vachement bon, je connaissais plus exactement. Il était considéré comme vraiment bon, et en gros, de manière générale, même un multivitamine qui est considéré comme vraiment bon en termes de dosage, il faut voir avec quel type typiquement dans le magnésium, il y a le citrate, le bisglycinate, l'oxyde, tu vois, faut voir. En gros, ça donne tellement de possibilités qu'il soit pas bon, ou qu'il y ait un truc qui soit pas bon, qu'il vaut mieux à la limite prendre chaque truc individuellement dans le bon truc et dans la bonne quantité, plutôt que de vouloir tout avoir d'un seul coup, juste par convenience, comment on dit ça, praticité, ouais. Donc voilà, globalement, oméga 3, vitamine D, et puis de la protéine, quoi. Moi je pense qu'on fera un petit aparté sur l'oméga 3, parce que je suis pas du tout d'accord. Ah ouais. Donc on pourra en parler, je vous laisse parler, et on en parlera après. Ok, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, je pense que
sans parler de réponse personnelle, au niveau de l'approche des compléments alimentaires, je pense qu'il faut établir une chronologie. C'est-à-dire que déjà, il y a l'alimentation qui est fondamentale. Donc en fait, je pars du principe que c'est peut-être un peu le réflexe des débutants, mais se jeter sur les compléments alimentaires alors que ta diète elle est pourrie, que tu manges pas de légumes par exemple, typiquement voilà, on parlait des multivitamines, ben en fait si tu prends du multivitamine pour compenser le fait que tu manges pas de légumes, c'est un raisonnement complètement débile. D'abord, intègre des légumes, des fruits et des légumes à ton alimentation, et déjà tu auras probablement pas besoin du multivitamine, oui, dans l'absolu tu n'en auras pas besoin. Et c'est un petit peu pareil pour tout. Je pense que dans le processus de priorisation des compléments alimentaires, on peut faire une classification des compléments alimentaires entre guillemets facultatifs et des compléments alimentaires qui peuvent être nécessaires, soit parce que c'est synthétisé par ton corps mais de façon vraiment trop faible par rapport à la nécessité de ta pratique sportive, soit juste parce que c'est trop compliqué à aller chercher. Donc typiquement tu disais la créatine, voilà, ça typiquement non seulement c'est le complément alimentaire qui a le plus de backup scientifique, il y a des centaines d'études qui ont été faites là-dessus et qui sont globalement plus ou moins unanimes, voilà, c'est un des meilleurs compléments alimentaires. Et après par exemple la whey, c'est vrai que c'est extrêmement pratique, mais une fois de plus c'est pas nécessaire. Si tu as un apport en protéines suffisant, t'as pas besoin de prendre de whey a priori. Après voilà, tu peux avoir assez de protéines mais quand même choisir d'en prendre pour le côté ergonomique, ça évidemment c'est toujours un argument qui est très valable. Et après voilà, comme je disais, les oméga 3, si tu manges beaucoup de sources d'oméga 3 dans ton alimentation, ça peut être considéré comme facultatif. Après, voilà, le magnésium, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure, je pense. Après, il faut plus savoir, selon l'individu, je crois que de mémoire, oui, ça a des intérêts pour ceux qui ont un petit peu de problème d'anxiété, de fatigue chronique. C'est des précurseurs de beaucoup de neurotransmetteurs voilà. Et tout, mais c'est ce que je dis en fait. Là pour moi, c'est encore une fois, c'est comme faire de l'automédication. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un bilan sanguin et être sûr entre guillemets, ou avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum et savoir pourquoi tu le prends, dans quelle démarche et pourquoi. Enfin voilà, le suivi, on va dire, du traitement, parce que c'est pas vraiment un traitement, mais du traitement, plutôt que juste dire oh, je pense que je dors pas bien ou oh, je suis fatigué, je vais prendre du magnésium quoi. Voilà. C'est mon avis là-dessus. Ouais, bon, au final, ça rejoint, oui. Je suis d'accord avec toi. D'abord, optimiser tous les facteurs possibles et ensuite, complémentez-vous. Je pense que c'est la meilleure approche. Et les compléments alimentaires, quand même, ça reste utile, mais une fois de plus, c'est secondaire. L'alimentation, la récupération, le sommeil, la récupération et un bon entraînement restent 95% du job, on va dire. Surtout que maintenant, les compléments alimentaires, il y a beaucoup de confort. C'est-à-dire que c'est pas du nécessaire, mais c'est quelque chose qui est utile, enfin qui peut être pratique. Là, je prends l'exemple des barres, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont pratiques, où tu sais que tu peux te faire à manger, etc., où tu savais compliqué de manger, bah t'en prends un, c'est pratique, t'as pas besoin de t'embêter à le faire, à le cuisiner. Enfin, tu vois, il y a vraiment un aspect beaucoup plus pratique maintenant que réellement nécessaire, comme tu le dis, même s'il y a les deux, entre guillemets, et que les deux peuvent être utilisés, juste c'est pas du tout les mêmes nécessités, on va dire. Quoi. Richard, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, moi je vais petite anecdote aussi comme toi Loïc, que je me rappelle du premier complément que j'ai acheté. J'étais à Decathlon avec mon père et je m'étais inscrit à la salle depuis ça devait faire peut-être 2-3 semaines que je m'étais inscrit à la salle. J'avais pile poil 16 ans et j'étais très maigre, je faisais genre 55 kilos et j'avais bassiné mes parents pour avoir le droit d'acheter des compléments alimentaires parce qu'ils savaient pas du tout ce que c'était et du coup ils voulaient pas. Donc en fait mon père il m'a accompagné à Decathlon. Premier truc que j'ai acheté c'est du mass gainer. Oh là là, Decathlon et de la whey, 10% du sucre. Exactement. T'as acheté du sucre avec de la whey. Et c'était nul, c'était pas spécialement bon, mais j'étais en mode. En plus, c'était un coach de la salle où j'allais qui m'avait conseillé ça. Ouais. Et donc c'était les premiers trucs que j'ai consommés. J'avais pris de la whey aussi, j'avais détesté et j'ai arrêté de consommer de la whey pendant. Détesté le goût? Ouais, le goût, la texture, parce qu'en fait avant j'aimais pas du tout le lait et du coup prendre de la whey avec de l'eau, je trouvais ça dégueulasse. Et du coup en fait j'en consommais jamais et maintenant j'aime petit à petit le lait et du coup je consomme de la whey plus avec du lait et ça me pose plus aucun problème et j'aime maintenant ça. Donc actuellement ce que je consomme du coup c'est de la whey, ce que je faisais vraiment pas du tout avant parce que voilà par souci de praticité, quand on est en déplacement ou quoi, c'est rapide. Même parfois quand on fait des recettes, si tu veux faire un petit gâteau, un truc comme ça que tu veux rajouter un peu de prot, inclure de la whey, genre même dans des pancakes ou quoi, moi je le fais assez souvent. Et j'ai trouvé surtout de la whey qui me plaisait en termes de goût, que je pouvais bien digérer. Donc maintenant j'en consomme quand même beaucoup plus qu'avant, même si tout ce qui est apport en protéines hors repas normaux, j'en ai pas énormément besoin parce que vu que moi je suis assez léger et que mon quota de protéines
journalier il est pas hyper haut, je tourne à entre 140 et 150, c'est assez facile d'avoir 140-150 grammes de protéines dans ton alimentation, alors que par exemple Coco qui fait aux alentours de 110 kilos, avoir 220 grammes, 230 grammes, ça dépend de ce que tu veux consommer. Même en termes de budget aussi. Voilà, en termes de budget, en termes de calories, c'est autre chose. Mais je consomme aussi quand même actuellement du coup des encas protéinés, c'est assez rare, mais voilà, je les ai un peu comme toi, soit en dépannage si jamais j'ai pas trop le temps ou quoi, ou alors juste en gourmandise, tu vois. Je préfère manger par exemple un Kit Kat, une sorte de Kit Kat protéiné qui sera peut-être un tout petit peu moins bon que l'original, mais qui sera plus protéiné et qui sera meilleur, tu vois. Surtout que maintenant, moi avec mon palais, je suis tellement pas habitué à manger de la malbouffe que quand je mange un truc qui est un petit peu transformé, j'ai l'impression que c'est ultra bon, ultra sucré. Ouais, carrément. Et du coup, des fois, je préfère encore le truc les produits protéinés, parfois au niveau de la texture, tu le sens ou quoi, mais en fait, tu sais que, en tout cas, moi perso, je sais que c'est quand même riche en protéines, donc c'est normal que ça ait une texture comme ça, et je trouve ça quand même grave cool. Et surtout, t'as aussi des alternatives, genre par exemple, t'as des brownies protéinés, tu les mets 10 secondes au micro-ondes, c'est de la frappe, voilà. Moi j'aime beaucoup la nourriture, donc les bails comme ça je connais, donc c'est ce que je consomme aussi de temps en temps. Et après d'un point de vue un petit peu plus santé, moi personnellement ce que je consomme surtout l'hiver, c'est de la vitamine D, vitamine D3 plus précisément. L'été j'en consomme plus parce que on vit dans le sud, il fait beaucoup plus chaud et je suis suffisamment exposé au soleil, du moins j'essaye de l'être, et à l'année ce que je prends c'est zinc et magnésium, et donc c'est pas des multivitamines ou alors un complexe de ZMA par exemple, c'est vraiment du zinc pur, du magnésium pur entre guillemets, et j'ai mes deux trucs et je les prends tout le temps, et en fait faut savoir que moi je prends ça depuis hyper longtemps, même quand j'étais petit. Quand j'étais petit j'avais dû être complémenté en fer, surtout l'hiver. Ah ouais, j'avais c'est ça. Et maintenant je mange quand même beaucoup plus de viande rouge et tout, donc j'en prends plus, mais même quand j'étais petit j'avais aussi de temps en temps du zinc et du magnésium que je devais prendre. Je me rappelle, c'était dans des petits bonbons, c'était dans des petits cachets au chocolat que je devais croquer, c'était trop bon. Voilà, si jamais il y en a qui ont consommé ça, on était pour les chiens, direct. Je te jure, c'était de la frappe. Du coup, moi je kiffais. Bref, du coup, je consomme du zinc et du magnésium en complément depuis hyper longtemps avant même que je fasse du sport. Donc là, je le fais toujours. Et la créatine, par exemple, j'en ai consommé pendant longtemps, mais là maintenant, j'en prends plus depuis un moment parce que j'ai jamais ressenti un quelconque effet bénéfique, que ce soit sur la prise de force ou quoi. Après, je sais que tu peux quand même avoir des effets positifs de la créatine sans le consentir directement. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu prends 5 grammes de créatine par jour que d'un coup tu vas prendre 10 kilos sur ton squat. Mais en fait, j'avoue que j'ai moins le réflexe de le prendre tout le temps que les autres compléments, parce que j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose. C'est un peu nul, mais en tout cas voilà, c'est ce qui fait ma consommation de compléments alimentaires. Donc voilà, quelques vitamines, et du collagène aussi. Le collagène, ça j'avoue que je le prends tous les jours, c'est vraiment mon indispensable, et c'est vraiment pas mal. Pareil, j'ai trouvé un produit qui me correspond bien, que je peux manger correctement, parce que le collagène parfois sur certaines formes ça peut être un peu compliqué à prendre. Et donc voilà, pareil pour ce qui est de ma complémentation perso. Et ce que je pourrais recommander, c'est un petit peu le tour de tout ce que vous avez dit. Il faut essayer de faire un truc assez personnalisé et pas prendre le stack de compléments que ton lifter préféré il a pris, parce que ça sert pas à grand chose, parce que chacun a des besoins différents. Et puis voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres choses à rajouter. Moi, quand je consommais, justement quand j'étais au lycée, j'avais des grosses journées, je consommais des prots sur mes collations, et je prenais du Pepto Pro à l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Et ça n'existait pas avec le goût, genre c'était en 2018, 2017, ça n'existait pas avec le goût. Du coup, à chaque récré, je prenais ça. J'étais obligé de me brosser les dents après. Parce que ça sentait vraiment le vomi. Quand tu mangeais ça sentait le vomi. Du coup, j'étais obligé de me brosser les dents à chaque fois. Et je sentais que c'était encore pas ouf, tu vois. J'étais en mode chewing-gum, brossage de dents et tout, tellement que ça puait. Mais j'étais tellement matrixé sur le fait de vouloir faire les choses bien, que à chaque récré, j'étais en mode, restez loin de moi les poteaux, parce que je suis en train de prendre mon Pepto Pro. Et dernier truc, après je te laisse la parole. Par rapport aux oméga 3 aussi, pareil, j'en ai quasiment jamais consommé. Par rapport à ce que dit Coco, je suis assez d'accord. Je trouve que les oméga 3, perso, je trouve pas que ce soit forcément utile, et surtout, trouver un oméga 3 de qualité, ça peut être compliqué, et ça peut revenir aussi cher. Donc moi perso, toutes mes sources d'oméga 3, oméga 6, etc., j'essaye de les avoir dans mon alimentation, et voilà, tout simplement. Mais Coco sera encore mieux expliqué que moi. Faudrait que je relise mes cours Bayesian, effectivement. Je vais en parler. Après, je sais que c'est un truc qui est pas trop mis en avant, mais si vous lisez un peu, moi j'allais dire Ray Charles, je suis un ouf. J'ai oublié son nom. T'as pas sur le micro.
Ray Pitt, voilà. Ray Charles, c'est un truc pareil. Hein. Si c'est Ray Charles ou Pitt, du coup, ouais, comment j'ai pu oublier ça? Bref, il a fait beaucoup de documentation là-dessus, et en fait, il parle un petit peu justement de la controverse autour des oméga 3. On pourra les mettre en description si on y pense. Ouais. On y pense. Toutes les études que j'ai un peu là-dessus. Et il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment remis en question. Notamment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les oméga 3, enfin, un des précurseurs des oméga 3, c'est l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique, son précurseur, c'est la prostaglandine. La prostaglandine, c'est en gros l'hormone de l'inflammation. Donc il y a tout un rapport avec l'acide arachidonique, la prostaglandine et les oméga 3 qui pourraient, au lieu d'être anti-inflammatoires, au final rendre les oméga 3 pro-inflammatoires. C'est une des parties, et c'est un peu complexe comme sujet à traiter, parce que bon, là c'est simple, on fait juste des précurseurs, machin, c'était facile à dire. Il n'y a pas forcément un lien juste en faisant ça, mais il y a vraiment des études qui ont été poussées là-dessus, qui ont été faites, et qui montrent qu'au final, voilà, c'est pas forcément ultra utile, surtout que déjà, il faut parler exactement de ce que tu disais. Il y a beaucoup d'oméga 3, typiquement les ALA, qui servent à rien. Et après, il y a tout ce qui est EPA, DHA, il faut garder le bon équilibre, en théorie. Et en fait, moi, de manière générale, ce que je fais, c'est qu'au lieu de parler juste des oméga 3 et on va dire mettre un truc en mode c'est ça qui est pas bon, tout ce qui est acide gras polyinsaturé, j'évite autant que possible. Ouais, bah. Voilà. Donc 6, 3, j'évite autant que possible. Voilà, je me contente un peu de mono-insaturé, dans les trucs, tout ce qui est d'olive, etc. Ou, si j'ai pas de titre, il y en a un petit peu dans l'huile de coco, je crois. Même si c'est plus c'était MCT, medium chain triglycérides. Et voilà, globalement, en fait, j'évite tout ce qui est oméga 3, 6. Donc en gros, tout ce qui est source d'oléagineux et ou de choses qui peuvent en donner, c'est principalement les oléagineux. Bah en fait, si tu veux, même dans les viandes, dans le bœuf, typiquement t'en as, mais en fait quand t'es obligé d'en avoir dans le gras animal, c'est juste d'avoir du coup le bon truc, d'où ce que j'ai mis en avant, par exemple le bœuf d'herbe, etc., des viandes qui sont soit de bleu blanc cœur, soit nourries aux graines de lin, si vous pouvez en être sûr, parce que du coup ça équilibre le profil justement oméga 3, oméga 6, et là c'est mieux quoi. Ouais, pour les œufs. Bleu blanc cœur, la filière bleu blanc cœur, c'est ce qu'il y a de mieux pour les œufs. Si vous cherchez du bio, etc., honnêtement ça sert pas à grand chose d'un point de vue. Là, je parle d'un point de vue purement nutritionnel, pas d'un point de vue éthique, etc. Le plus important, c'est vraiment bleu blanc cœur avant tout. Et après, plein air pour la qualité de vie des poules, c'est cool. Et bio, c'est cool. Juste d'un point de vue éthique, c'est cool quoi. Et bio, même nutritivement, je pense que c'est meilleur. Je suis pas sûr. Il y avait des études justement qui ont été faites, faudrait que je retrouve, mais là je suis en train de trop m'engager, ça va me prendre trop de temps. Il y avait des études qui ont été faites là-dessus, justement, d'un point de vue purement nutritif, ils n'arrivent pas à déceler la différence, mais en fait, encore une fois, c'est tellement complexe la biochimie que ça se trouve, il y a des choses qu'on n'est même pas capable de cerner en tant que molécule ou en tant que propriété, qui sont importantes et qu'on peut pas inclure dans nos études, donc c'est compliqué à dire. Une autre problématique des oméga 3 aussi, c'est l'oxydation. C'est avec l'indistotox, déjà quand tu les achètes, forcément entre le moment où ça a été prélevé et ça a été mis en packaging, etc., et tu l'achètes, il y a eu une oxydation qui est plus ou moins élevée selon les marques. Ça, il faut faire très attention d'ailleurs. Si jamais vous voulez vous supplémenter en oméga 3 malgré tout, regardez l'indistotox, parce que s'il est trop élevé, en fait, concrètement, votre huile, il est pourri, donc ça sert à rien. Et je crois qu'il y avait aussi par rapport... Je sais pas si c'est la même étude dont tu parlais, Coco, que j'avais vu également, mais je crois qu'il parlait... je sais plus qui parlait d'une oxydation dans le corps aussi une fois qu'ils ont été assimilés, je crois. Ou alors je confonds, je sais plus. Après, dans tous les cas, c'est vrai pour tous les aliments, c'est le principe de la digestion en soi. Mais je sais pas à quel point. Juste en fait, c'est ça, c'est que il y a certaines chaînes d'atomes, de molécules qui sont plus sensibles que d'autres aux variations de température, aux enzymes auxquelles elles vont être en contact, etc. Et donc tu peux beaucoup plus facilement oxyder certains aliments. Je pense que vous avez tous vu, genre, je sais pas, tu coupes une pomme, ou tu la laisses 30 minutes à l'air libre et elle devient toute jaune orangée comme ça, alors qu'à la base elle était vraiment quasiment blanche, beige, vert clair quoi. Et ça c'est de l'oxydation, et c'est vrai avec tout, vous pouvez le voir avec les métaux, le cuivre, etc. Enfin, en gros tout dans la vie s'oxyde parce que l'oxygène a un pouvoir oxydant, et il y a certains trucs qui justement tolèrent moins bien le fait d'être exposé comme ça. D'où le fait de conserver ces aliments d'une bonne manière, de manière générale, d'éviter d'avoir un flux d'air qui est constant sur l'aliment, donc les tupperwares par exemple, ce genre de choses, la lumière, etc. Ça c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que là on en fait un gros plat entre guillemets pour les oméga 3, mais de manière générale c'est vrai pour tous les aliments. Si vous voulez on va dire conserver les vertus nutritives de vos aliments, moins ils vont être exposés à la lumière et à l'oxygène, mieux ce sera. Très bien. Ouais, et si j'ajouterais un dernier truc, c'est du coup, encore sur les oméga 3, mais effectivement, là, dans l'idée, en fait, si on voulait optimiser les oméga 3, il faudra en acheter que des petites quantités, parce qu'au plus vous les gardez, au plus ils vont s'oxyder, donc en fait, au plus ils perdent en qualité. Donc typiquement, de base, c'est un complément qui est très cher. Si en plus de ça, tu es tenté d'acheter des grosses quantités parce que tu économises sur le prix de la gélule ou au kilo, la problématique, c'est du coup, tu vas devoir les garder longtemps, et donc dans l'idée,
schématiquement, au plus tu les gardes longtemps, au bout de 2-3 mois, ils sont plus oxydés, donc au final, ils perdent de leur pouvoir et ça devient quelque chose d'ergonomiquement et financièrement, si tu veux vraiment optimiser, très coûteux, parce que tu dois, je sais pas, prendre tes oméga 3 pour un mois dans l'idée max. Et en vrai, au final, j'ai pas répondu à la question. Personnellement, quand je prenais le max de compléments, on va dire, j'étais sur whey créatine, oméga 3, vitamine D, en hiver, vitamine C et collagène, parce qu'il y a une synergie vitamine C, la vitamine C améliore la synthèse de collagène, donc voilà, globalement c'était ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai été un peu plus minimaliste. Pas forcément question de budget, c'est juste que j'ai, comme toi, un petit peu Charlie, perdu l'habitude de prendre certains trucs, dont le collagène par exemple. Alors, pour le coup, c'est vrai que je ressens pas de différence particulière, mais après, comme on a dit, c'est très compliqué à voilà. quantifier le bon fonctionnement d'un complément. C'est ça. Puis bon, c'est des micro-pourcentages, il n'y a pas une différence de 30%. Donc forcément. Surtout que c'est un mécanisme qui implique un mécanisme, qui implique un mécanisme, qui implique un mécanisme. Donc en fait, pour en voir le bout, c'est compliqué. C'est ça. Mais moi, pour revenir encore une fois sur la vitamine C, en fait, c'est ça, entre les oméga 3 que je prenais au début, la vitamine C que je prenais aussi. En fait, il y a tellement de compléments qui ont été débunked et qui ont été montrés quasiment nocifs, entre guillemets pas bons pour la santé, que je suis arrivé au point où je me dis, si j'en ai pas besoin, c'est que j'en ai pas besoin et ça sert à rien de le prendre. Et pour la vitamine C, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est anti-inflammatoire ou qui va être pris à trop haute dose, c'est pas bon dans le processus. Dans le processus de croissance musculaire, puisque c'est le principe de, encore une fois, avec la prostaglandine, l'inflammation, qui va créer du muscle. Bon là, du coup, c'est bizarre, parce que vous pourriez vous dire que je parlais de empêcher de l'inflammation avant. En fait, le but, c'est d'amener de l'inflammation avec l'entraînement. Si vous amenez de l'inflammation à quelque chose qui n'est pas l'entraînement, du coup, vous amenez une forme de fatigue qui n'est pas nécessaire et qui n'a aucun sens, parce que, je sais pas comment expliquer, mais si je m'empêche de respirer pendant 2 minutes, je vais être très inflammé à la fin de ces 2 minutes, et probablement pendant un jour, je vais être pas bien, j'aurai la tête qui tourne, pour autant, je vais prendre du muscle. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont stupides dans la vie, qui servent à rien, qui vont vous inflammer, et qui n'auront pas de but. L'entraînement, c'est le but de l'entraînement, d'inflammer les tissus qui se préparent. Et pour le coup, la vitamine C, du coup, c'est un peu le même fonctionnement. C'est un antioxydant, anti-inflammatoire, pardon, qui est assez puissant, surtout qu'en général, on consomme à des très grosses doses. Des fois, c'est des 1 gramme, 2 grammes, machin, etc. Et ça inhibe, dans une certaine mesure, le processus d'inflammation. Un peu comme tout ce qui est cryothérapie, les bains froids, etc. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et c'est pour ça que moi, j'évite tout ça. Pour moi, le seul moment où c'est utile, c'est que si, par exemple, vous avez une compétition qui dure plusieurs jours, ou un événement qui dure plusieurs jours, vous devez être en forme, c'est intéressant de le prendre en forte dose pendant ces événements, comme la cryothérapie, pour rester à un niveau de forme qui est haut. Comme ça va empêcher l'inflammation de s'installer, vous allez juste rester à votre niveau de forme qui est haut. Mais si vous le prenez toute l'année, en fait, vous allez juste vous empêcher d'avoir ce qu'on appelle... Oui, parce que le processus d'inflammation est bénéfique. Ouais, voilà, c'est ça, vous allez juste empêcher l'inflammation, donc empêcher la surcompensation, et donc tout principe d'homéostasie, etc., va être lissé, en fait, du coup, vous n'avez plus besoin de vous adapter. Moi, le seul point où je suis pas trop d'accord sur le collagène, c'est que, en fait, dans le collagène, globalement, il y a de la glycine, et en fait, tu vas te charger en un seul acide aminé. Et si tu es en carence sur les autres, sur ton alimentation, juste te charger en collagène et donc en glycine, ça va pas améliorer la synthèse de tes protéines musculaires. Alors que si juste tu atteins ton quota de protéines journalier avec du coup tous les acides aminés, c'est plus intéressant plutôt qu'être en carence et prendre que de la glycine. Après, il n'y a pas que de la glycine dans le collagène. Il n'y a pas que de la glycine. Surtout en fonction du collagène, c'est pas exactement c'est globalement ça. Et aussi, l'autre problème que j'ai avec le collagène, mais qui est à part de ça, c'est que souvent, en fait, les gens en prennent en mode ça va guérir mes tendons et mes articulations. Mais c'est un peu, ça, c'est en dehors de l'utilité et tout des compléments alimentaires, mais c'est une fausse idée, une idée reçue du... Parce que, en fait, ce qu'il faut faire avec la glycine, c'est que c'est le complément le moins cher qui existe. Et c'est pour ça qu'aussi, quand vous prenez une whey, faites attention à l'aminogramme. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont malhonnêtes dans leur vente, qui vont juste blinder leur whey de glycine, ce qui va augmenter le taux d'acide aminé, donc le taux de protéines en théorie, même si c'est un peu bizarre de faire ça. Et donc, du coup, vous allez retrouver avec une whey qui a un très haut taux en protéines, qui est très bien, machin, etc. Mais 50 grammes de glycine dessus. Sachant que, bon, dans des acides aminés, dans tout, enfin, en gros, la whey, c'est pas des acides aminés, c'est des peptides. Donc, c'est 2, 3, 4, 5 acides aminés qui sont ensemble, et qui forment, du coup, des peptides. C'est une petite protéine. Et plus vous allez casser ces chaînes-là, et plus vous allez pouvoir tricher entre guillemets et rajouter juste de la glycine, donc du coup un acide aminé qui augmente le taux de protéines mais qui n'a pas d'intérêt pour la croissance musculaire. Et c'est là où tu disais que c'est important quand on prend une protéine d'avoir tout le spectre des acides aminés, au moins les essentiels, donc les EAA et même tous autour. En fait, ils ont tous un rôle dans une certaine mesure, et on a tous entendu la leucine, c'est l'acide aminé le plus anabolisant. Oui, c'est vrai, mais si t'as pas le reste, ça sert à rien en fait. Individuellement, t'as les briques, mais t'as pas le ciment pour cimenter les briques, donc ça sert à rien. C'est l'anecdote que j'utilise toujours pour expliquer les BCA. Ouais. Donc voilà, c'est pas utile. Et il faut juste garder un aminogramme qui est complet, et c'est avant tout le plus important. À la limite, un dernier point très rapide, parce que là, du coup, on a parlé de façon globale des compléments. Si vous êtes limité en budget, ce qui est probablement le cas du bonne partie d'entre vous, je pense que vraiment, juste prioriser, prenez ce qui a le plus de data scientifique et ce dont vous avez réellement besoin, et tout le reste, en fait, vous pouvez vous en passer ou le compenser via petites améliorations au niveau de l'alimentation. Mangez bien.
Ouais, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mangez bien et faites-vous plaisir si vous avez de l'argent. On passe sur le sujet numéro 2. Ok, bah moi je peux y aller sur mon sujet. Moi je voulais parler de l'échauffement et un peu dans le même spectre que Charlie, mais quelle vision vous aviez avant de l'échauffement et quelle vision vous avez maintenant, sachant que moi, pour donner mon exemple, ça a vachement changé ma vision de l'échauffement par rapport à avant. Avant, vu que je sortais de la sphère, on va dire, muscu body, j'avais besoin d'être échauffé, genre vraiment le corps entier, tu vois, et même d'avoir une légère congestion. Et du coup, avant mon squat, je faisais absolument tous les mouvements, mais en fait, pour échauffer un muscle, plus que pour échauffer un mouvement. Et pareil au bench, pareil au terre, j'essayais d'avoir genre au terre les lombaires congestionnés, les ischios aussi, etc. Alors que maintenant, je suis plus dans une optique de mouvement. Et donc, par exemple, au squat, au lieu d'avoir les quadriceps congestionnés, je vais chercher à aller chercher de la rotation interne, de hanches ou des choses comme ça. Et aussi, du coup, pour corréler à ça, avant, je faisais plein d'exos et maintenant, j'en fais 3-4 ou 2-3 par mouvement. Et donc, un peu votre avis par rapport à ça et ce que vous mettez en place, personnellement et dans les progs aussi. Alors, comme toi, je sors de la muscu quand j'étais très jeune. Effectivement, il y a ce côté, je pense, quand tu débutes un peu la FA et que tu provènes, débutant en FA tout court, quand tu provènes la muscu, je pense qu'il y a cette tendance à vouloir faire trop par anticipation. Tu dis au cas où, pour pas me blesser, parce que ça c'est un truc qui reste faire tous les angles, tous les pour muscles. Pas me blesser, voilà, je vais échauffer toutes les articulations possibles et imaginables et je vais vraiment prendre 25 minutes pour mon échauffement. Enfin, sans avoir même été sous la barre, je vais faire 25 minutes d'échauffement type mobilité et genre faire du curl, des extensions de triceps en isolation, voilà. Et bon, c'est vrai que forcément, avec le temps, tu te rends compte que c'est pas déjà optimal et c'est pas utile, surtout c'est une perte de temps. Et dans l'idée, l'échauffement en soi, ça doit juste être. Tu dois faire une analyse en fait de tes besoins. Donc déjà en fonction du mouvement que tu échauffes, et ça évidemment, mais aussi en fonction de tes éventuelles limitations, éventuelles douleurs, éventuels inconforts. Et en soi, tu dois. Dans l'idée, moi, j'aime bien chercher des exos qui vont bosser plusieurs trucs à la fois plutôt que de se dire par exemple je sais pas j'ai 5 trucs à bosser, je vais faire du coup 5 exos. Si tu peux faire 2 ou 3 exos qui te permettent de mobiliser et d'échauffer tout ça, tant mieux, parce que c'est un gain de temps. Et surtout en FA tu fais des séances qui sont longues, si en plus de ça tu dois te rajouter 20 à 30 minutes d'échauffement, tes séances en fait elles sont à rallonge en fonction de ton emploi du temps. Si tu bosses à côté et que tu fais de la FA, tu peux ne pas avoir le temps, ou tu vas devoir peut-être troquer du temps de séance ou troquer tes temps de repos pour l'échauffement. Est-ce que c'est rentable? Probablement pas pour ta progression. Et puis tu vas mettre ça en place au début, après tu vas le skip parce que et voilà, exactement. En termes d'adhérence, en plus à long terme, ça va te gonfler de faire. Moi, je sais que c'était le cas au début. J'avais cette approche-là au début de la FA. Je faisais énormément de mobilité. En fait, ça me gonflait. Genre, en fait, j'avais envie de m'entraîner. J'arrivais à la salle, j'étais en mode oh putain. En fait, je m'entraîne dans une demi-heure quoi. Non, flemme. Et donc, puis, quand tu réfléchis, pourquoi faire toute cette mobilité aussi? Est-ce que tu en as besoin, etc. C'est ça, clairement. Si tu as une rotation externe de fou, tu vas pas faire un exo de mobilité, rotation externe pour le plaisir de le faire. T'as pas besoin. Après, comme toi, tu fais avec la presse à cuisse dernièrement, Coco, tu as travaillé ta rotation interne parce que tu as manqué un petit peu. Mais du coup, voilà, si t'as pas besoin d'autre chose que de la rotation interne, tu vas pas le faire pour le plaisir de le faire. En fait, c'est un peu complexe. Pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est si tu manques d'une mobilité, est-ce que t'en manques parce que du coup, le mouvement que tu veux faire t'en demande trop, ou parce que t'en manques? Tu vois, c'est deux choses différentes. Enfin, tu peux ne pas avoir la mobilité ou en manquer. Et du coup, faut identifier ça. Peut-être que c'est juste ton mouvement qui est pas adapté à ton corps, parce qu'en fait, avoir la mobilité et pouvoir aller dans une position, c'est une chose. Pouvoir exercer de la force dans cette position, c'en est une autre. Et donc, il y a l'aspect souplesse, mobilité, mais il y a l'aspect aussi être fort dans l'amplitude dans laquelle tu vas. Et donc pour moi, si vraiment déjà t'as du mal à ne serait-ce qu'aller dans l'amplitude, il y a de grandes chances que c'est peut-être juste une amplitude que tu dois éviter, ou en tout cas que tu dois dans lequel tu dois aller tu dois pas aller en fait, ou aller d'une manière différente via tes mouvements pour justement empêcher cette amplitude faible, parce que si tu n'arrives pas à y aller, il y a très peu de chances que tu puisses exercer de la force dedans. Même si nous en power, c'est un truc qui arrive quand même souvent, qu'on se rende compte en fait qu'on a presque plus d'amplitude en actif qu'en passif, et c'est très rare. Mais en power c'est un truc qui arrive, parce qu'en fait moi peu importe ce que tu me demandes de faire dans ma vie, maintenant je vais Paris. Genre c'est devenu tellement je sais pas schématique mais robotique, que je vais me baisser, je vais Paris, je vais tout faire en braissant, et du coup maintenant quand je teste un peu mes mobilités actives passives, j'ai quasiment toujours plus en actif qu'en passif, parce qu'en fait je vais pouvoir utiliser ma tension musculaire pour monter dans la position plutôt que juste me décontracter et y aller. Donc pour moi, plus le temps passe et plus je suis minimaliste, ou en tout cas plus je fais ce que j'ai besoin, et je pense qu'au final on n'a pas besoin de grand chose. Et pour moi il y a un truc qui est très important aussi, c'est comment est-ce que tu abordes ta séance. Moi genre je sais que je vais m'entraîner, une heure avant je suis déjà comme un fou, ce qui veut dire que j'y pense, pression extérieure, je réfléchis, ma fréquence cardiaque elle augmente déjà peut-être de 80 ou 70 en temps normal à 100, juste parce que tu sais je suis un peu excité machin etc. Et rien que ça c'est une forme d'échauffement en fait. Et donc ça dépend comment vous allez vous conditionner pour votre séance. Moi je sais que d'un point de vue cardiovasculaire, franchement je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, ou sauf s'il fait un peu froid, je vais peut-être faire un petit peu de vélo quoi, juste pour me réchauffer. Sinon je n'ai absolument pas besoin, parce que je suis déjà tellement à fond concentré etc. que rien que
via la concentration, j'augmente ma fréquence cardiaque de peut-être 20-30% et ça me suffit largement pour commencer ma séance, faire mes 2-3 exos de mobilité dont j'ai besoin et enchaîner directement sur ma montée de gamme de manière très spécifique. Et en fait, je vais ajuster là. Si je veux en changer, j'ai besoin de plus, que je suis pas bien techniquement, j'en fais un peu plus, je vais réfléchir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire mieux et adapter ma montée de gamme. Si à l'inverse je me sens très bien, je vais faire des jumps de forain et je vais arriver très vite sur mon top 7. Et en fait, pour moi, justement, faire trop d'échauffement, ça montre justement peut-être que t'es pas assez entraîné, que t'es désentraîné, que t'as besoin de faire beaucoup de choses pour retrouver tes schémas techniques que tu veux avoir, qui sont pas optimisés. Enfin, juste, si ton entraînement est plus ou moins bien construit, ton échauffement ne devrait pas avoir besoin d'être très très long, voire même être très minimaliste, parce que tu devrais pouvoir tout enchaîner. Et moi, les meilleures périodes d'entraînement que j'ai fait de ma vie, c'est des périodes où je me chauffais quasiment pas. Je pouvais faire ma séance, j'étais bien techniquement tout le temps, j'avais pas besoin de faire 50 000 trucs, et ça roulait comme sur des roulettes, quoi. Du coup, moi, par rapport à mes échauffements, quand je faisais pas de force, mais que je faisais juste de la muscu classique, j'ai pas le souvenir de m'échauffer beaucoup. Je sais que j'allais à la salle à pied. Et déjà, rien que ça permettait d'élever un peu mon rythme cardiaque, d'échauffer un peu mes articulations. Et du coup, ça me permettait de me sentir relativement bien déjà quand j'arrivais à la salle. Et depuis que je fais du power, il y a des échauffements un peu plus spécifiques qui se sont mis en place, qui sont là depuis le début et que je fais tout le temps. Ça va être par exemple mes exercices de bracing pour échauffer le corps, CORE. Ça, c'est des trucs qui sont un petit peu plus des rituels que vraiment des échauffements qui permettent de passer de la vie normale, entre guillemets, à l'entraînement. Et donc, c'est des exercices que je fais tout le temps, qui sont assez rapides à faire, comme tu l'as dit, qui permettent d'échauffer plusieurs choses en même temps. Quand tu fais un exercice de bracing, en même temps, tu fais un exercice de corps, puis en même temps, tu peux travailler aussi quelques rotations, etc., en même temps, si tu en as besoin. Et après, ce que je fais, c'est quand j'ai des périodes où j'ai besoin moi j'ai remarqué, en tout cas pour moi, c'est plus des exercices d'activation qui vont m'aider que plutôt d'échauffement entre guillemets, parce que c'est pas pareil, parce que échauffer un muscle parce que t'as envie qu'il soit chaud, ça veut en vrai pas dire grand chose, mais activer une partie de ton corps parce que ça te permet d'un petit peu mieux te placer ou de réduire un peu des douleurs, et ça je trouve que c'est plus intéressant. Et donc moi dans mon cas, sur les moments où j'ai un petit pépin à droite à gauche et que j'ai besoin peut-être d'activer un muscle ou d'en inhiber un autre, il y a des exercices un peu spécifiques qui peuvent être faits avant, mais voilà, c'est 1-2 exercices. Là, par exemple, en ce moment, j'ai une petite routine que je dois faire avant de bench qui me prend même pas 10 minutes et qui est la même et qui est tout le temps et qui fonctionne plutôt bien. Mais cette routine-là, je vais peut-être pas la garder tout le temps parce que quand j'aurai plus les petits pépins que j'ai actuellement, j'aurai pas forcément nécessairement besoin de la faire. Peut-être que je vais garder du circuit des 5 exos que je fais actuellement, que je vais garder tout le temps parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais sinon voilà, je me dis pas que à chaque endroit où j'ai déjà eu mal dans ma vie, je vais m'échauffer, parce que sinon dans ce cas-là, en fait tu passes 1h30 à t'échauffer, tu fais tous les exos de la planète de réhab et au final ça servira pas à grand chose. Et surtout que nous on fait un sport où l'échauffement c'est la montée de gamme aussi, tu vois. Surtout même. Surtout. Alors que si je prends l'exemple, quand je faisais de la moto, quand on fait une course de moto, quand le drapeau est lancé et que la course commence, tu t'es pas échauffé sur ta moto avant. Certes, t'as fait des tours chrono, des tours de reconnaissance dans la matinée, mais dans l'après-midi, quand tu commences ta première manche, soit t'as un tour de reconnaissance avant, mais c'est un tour où tu dois pas aller vite, c'est juste pour voir l'état du terrain. Mais en fait, quand le drapeau il est baissé, c'est directement dans la course. Tu passes de 0 à 100. Exactement. En une seconde, et donc là, par exemple, dans ce sport-là, oui, il fallait bien s'échauffer avant, niveau musculaire et niveau excitation, comme tu disais et tout. Mais là, dans notre sport à nous, t'as plusieurs barres de chauffe avant d'arriver sur ce qui va vraiment compter, donc à savoir tes 3 essais en compétition. Et donc c'est ça le vrai échauffement, c'est pas les 10 minutes d'exercice un peu farfelu que tu vas faire qui vont compter, quoi. Surtout c'est ce que tu dis, en fait on voit beaucoup d'exos, d'échauffement, où en gros pour l'échauffement c'est vraiment l'échauffement, c'est-à-dire je vais prendre une bande, je vais faire des conneries, voilà. Donc derrière on va se mettre, je sais pas, on va bencher, c'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être 100-150 kilos, ce qui est comme une force assez importante que le corps doit produire et on va dire on travaille subir. C'est pas un échauffement avec 1 kg, 2 kg, 5 kg qui va vraiment aider à ça en fait. Ta barre à 60 kg au bench va être beaucoup plus éprouvante que tes rotations internes ou externes, autostoppers, ce que tu veux pour la coiffe des rotateurs en fait. C'est tellement
meaningless, comment on appelle ça, c'est genre c'est tellement Ça sert à je rien. fais le ricain là, ouais, c'est insignifiant par rapport à ce que tu vas devoir faire en termes de production de force, que vraiment ça sert pas à grand chose. Par contre là où je suis d'accord avec toi, c'est l'aspect un peu plus activation, c'est tu sais, tu vas peut-être mettre un focus mental aussi, justement le fait de congestionner, comme tu disais, je fais un peu d'exercice, je sais pas, fessier par exemple, je sens que mes fessiers sont un peu activés, congestionnés, je sens qu'à ce moment-là je les sens sur mon squat, bah tu sais en fait t'as un peu un focus mental que t'aurais pas en temps normal, que tu vas mettre grâce à ces activations, mais en soi c'est pareil, c'est pas les 10 secondes de blue bridge que tu vas faire qui vont faire quelque chose quoi. Tu vas supporter les 300 kilos que tu soulèves Ouais. après. Sur le spectre de l'insignifiance, en fait, l'exemple extrême, c'est les rotations de poignets que tu fais au poids de corps, que tu vas souvent faire, ou tu sais, les trucs de coude là comme ça. Au final, oui, L'échauffement articulaire. Oui, voilà, Ça, le déverrouillage articulaire, ça j'adorais ce terme, il me faisait rire. Le déverrouillage articulaire, au final, oui, tu t'échauffes au poids de corps, alors qu'après tu vas mettre 10 fois la charge en fait de ton poids de corps dans l'idée. Donc ça a aucun intérêt. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre sport, on a une contrainte, impliquée par les exercices, qui est extrêmement, pas unidimensionnelle, mais qui est extrêmement spécifique. C'est on ne bouge pas, on bouge dans un axe de façon extrêmement fixe, c'est toujours les mêmes angles articulaires, il n'y a pas de variation. Si on prend l'exemple, toi tu parlais de la moto, bon ça me parle un peu moins en cross notamment, je suis plus GP du coup, mais par exemple en foot, tu as tellement de changements de direction d'appui latéraux, d'instabilité partout, que là oui, effectivement, tu as besoin d'un échauffement qui est un peu plus global, parce qu'en fait, il y a énormément de mouvements brusques, de faux mouvements qui vont arriver dans tous les axes, et potentiellement même dans des axes qui sont incontrôlés. Si quelqu'un te bouscule et que tu te casses la gueule, tu contrôles pas le mouvement quoi. On en avait parlé sur le dernier podcast, il me semble ça, mais c'était de les qualités physiques, on avait besoin d'entraîner pour devenir fort. Oui, voilà. Au final, ça fait un peu la même chose. Ça fait un petit les parallèle. qualités physiques qu'on a besoin d'échauffer pour être prêt. Elles sont tellement beaucoup moins larges et ouais, non, mais c'est surtout, enfin, moi quand je prends qualité physique, c'est vrai que c'est pas forcément le bon terme, c'est plus genre tous les angles, enfin, tout ce que tu dois faire. Là, au foot, si tu t'es pas échauffé, je sais pas, un peu justement en rotation interne ou j'en sais rien, et que tu te prends un mec qui te met un coup de genou, enfin, qui te met un coup de crampon sur le genou, ton genou, il va être en mode, j'ai pas bougé, et là d'un seul coup, je dois me tordre à 46 degrés, ça va pas. Et donc, là, forcément, il y a un intérêt d'essayer de bouger un peu dans tous les plans, etc., de tout mettre en route de manière générale. Nous, enfin, la variation technique, ça n'existe pas. Enfin, ça ne devrait pas exister. Ça peut exister. Et quand ça existe, c'est l'écart type est minuscule, quoi. Donc c'est là où c'est beaucoup moins intéressant. C'est 5-10% et généralement que sur des charges proches du max. Du coup, tu t'es déjà échauffé avant, quoi. Donc tu t'es déjà bien échauffé, exactement. Oui. Ok. Bah moi je pense que moi c'est carré. Alors pour ce qui est du troisième sujet, ça sera un peu une espèce d'avant-après comme toi Loïc, mais sur la vision, enfin l'applicabilité. Ça se dit, oui. L'applicabilité. Ouais, l'applicabilité, ouais, nickel. En mettant en gros applicabilité. La protectabilité. Mais applicabilité dans les commentaires si t'es jusque-là. C'est pas mal ça va. L'application du coaching avec les athlètes que vous coachez depuis très longtemps. C'est-à-dire en gros un petit peu les différences notables qu'il y a eu entre, on va dire, peut-être les 6 premiers mois de coaching et si ça fait 1 an et demi, 2 ans ou plus que vous coachez quelqu'un, voilà. Comment globalement a évolué votre vision du coaching avec la personne et de façon un peu plus pratique, la planif en tant que telle et éventuellement voilà, tout ce qui peut vous passer par l'esprit. Je sais pas, ça peut être intéressant de faire un espèce de... pour que les gens qui nous regardent puissent visualiser en fait... moi en tout cas je coach pas mal de personnes qui ont moins de 6 mois de coaching et c'est vrai que en tout cas, il y a pas mal de différences entre 0-6 mois et 1 an et demi, 2 ans, quoi. En fait, déjà, si tu fais bien ton travail, il doit y avoir des différences. C'est-à-dire que passer un certain temps, t'es pas censé faire beaucoup de retours techniques. En fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, tu m'as rien dit sur cette séance-là techniquement. » Et en fait, tu sais, ça fait 2-3 blocs que tout se passe bien, qu'on est très bien techniquement, que je vais pas changer. Donc, du coup, au bout d'un moment, je te dis « Bah, c'est bien, voilà. Mais j'ai pas le dire à chaque séance parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup j'essaie d'explorer d'autres axes. C'est justement le moment où je prends le temps d'utiliser ce temps où on discute pour parler de tes sensations, ce qu'on pourrait faire de mieux, comment tu te sens dans ta vie de manière générale, est-ce qu'il y a des choses que tu peux améliorer, qu'en fait on puisse discuter, créer un peu une relation entre coach et athlète, plutôt que juste te dire ah techniquement c'était bien là, sur la deuxième t'es parti un peu en avant, voilà. Enfin toi ça a pas trop d'intérêt, au bout d'un moment ça devient très très futile, ça n'amène vraiment rien de plus dans la discussion et voir ça fait perdre du temps et de l'énergie et au coach et à l'athlète en fait, parce que du coup il va dire ah la deuxième je suis parti en avant, oh je vais la regarder, oh merde tu es parti en avant, alors que ça ne veut rien changer, que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit peu de déviation technique et que ça amène pas des déchets spécifiques ou problématiques en réalité. Donc moi plus le temps passe, plus je considère que tu dois faire moins de retours techniques et plus te focus sur l'aspect athlète, la communication. En fait au bout d'un moment tu sais ce que le mec a besoin d'entendre, tu sais sais quand est-ce que tu dois pousser un peu la machine, tu sais quand est-ce que tu dois lever un peu le pied, et c'est justement ça que moi je mets de plus en plus, c'est qu'en fait je vais être de plus en plus insistant sur j'ai reviens ton bloc, commence au bon endroit, là c'était un petit peu haut pour toi pour une semaine 2, comment est-ce que tu te sens physiquement, est-ce que tu te sens poussé, oui d'accord on pousse, c'est quoi le format qu'on peut faire pour le prochain bloc qui te donne envie, enfin tu vois c'est ce genre de choses là qui sont beaucoup plus futiles au début parce qu'en fait l'athlète n'aura pas la data pour te répondre à tes questions mais je te dire ouais
ok, j'en sais rien. Enfin, il pourra répondre par rapport à ce dont il a envie, mais pas ce dont il a besoin. Et c'est ça la notion, c'est que plus l'athlète est expérimenté, plus il a l'habitude de travailler avec toi, et plus il va pouvoir te donner des infos qui sont utiles, donc plus tu vas pouvoir les exploiter correctement. Donc au début, je me focus vraiment sur l'aspect technique, change ça, fais attention à ça, essaie de mettre en confiance l'athlète, il y a des problématiques un petit peu du début, tu sais, là je suis super stressé, machin, etc. Cette séance-là a été dure, j'ai quelques raideurs, machin, enfin tu vois, en gros, d'éduquer l'athlète sur son parcours d'athlète, en fait, tout simplement, sur les quelques premiers mois, et au fur et à mesure, j'ai pu aller vers qu'est-ce que tu penses qui peut être intéressant pour le prochain bloc, et aller chercher des optimisations qui sont vraiment pas intéressantes au début, ou en tout cas beaucoup moins importantes que l'aspect technique. Par rapport à... Pour mon cas, c'est rigolo parce que ça m'est arrivé ce matin et j'y ai pensé ce matin en faisant mes retours pour mes athlètes. Et du coup, ça c'est pour ma casquette de coach et pour ma casquette en tant qu'athlète, ça m'arrive aussi actuellement. Donc c'est assez intéressant comme sujet. Déjà, premièrement, en tant que coach, j'aurais tendance à dire que plus le temps passe, et un peu comme Coco, moins je fais de retours, ou du moins, moins je me prends la tête avec ça, et moins je prends la tête à mes athlètes avec ça, parce que eux vont avoir tendance à se prendre la tête. Déjà, moi, c'est mon cas en tant qu'athlète, et par exemple, ce matin, je faisais le retour de 2 athlètes avec des profils différents, un que je coach depuis pas longtemps, un que je coach depuis plus d'1 an, un an et demi. Et en fait, pour cet athlète-là, tu vois, il y avait un truc sur un de ses mouvements où techniquement c'était pas top, mais on finissait un bloc, il était assez fatigué et tout, et il me disait ah là je me suis pas senti bien, etc., comparé à la semaine dernière. Et j'ai dit mais en fait la semaine dernière c'était ta fin de bloc, t'étais à ton meilleur niveau, là on est en train de débuter un nouveau bloc, c'est normal que tu sentes pas très bien, tu vois. Il avait comparé sa technique à la semaine dernière par rapport à maintenant, et il me dit ouais, qu'est-ce qui a changé entre les deux. Je dis bah ton état de forme, mais il y a rien, tu vois, et en plus normal. Techniquement il y a rien. Et du coup ce que je vais te dire pour améliorer ta technique, c'est rien, patiente un petit peu. Et souvent, ta technique, c'est des sensations en fait. C'est genre que tu sens que t'es moins bien, mais en réalité t'es pas moins bien, t'es juste plus fatigué, moins en forme. Et techniquement, là, si on prend l'exemple concret, il était juste un peu déporté en avant, mais j'ai dit, c'est pas parce que là t'es un peu déporté en avant qu'il faut que tu changes ta stance, il faut que tu fasses ton truc. Non, ça va revenir tout seul. Et avec des athlètes avec qui je travaille depuis longtemps, généralement, du coup, ils ont une technique assez stable, de plus en plus optimisée pour eux. Et du coup, si parfois il y a des pépins techniques qui vont arriver, je vais avoir tendance à dire laisse le temps faire le truc, comme tu l'as dit, essaye de bien gérer tes séances, essaye de bien gérer tes chauffes, tes blocs, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. À l'inverse, ce matin j'ai eu un athlète que je coach depuis pas très longtemps, qui a une technique encore très instable, et qui là s'était senti assez perdu sur une séance, et bah là oui, je l'ai aiguillé, je lui ai dit regarde, là techniquement t'étais comme ça aujourd'hui, la semaine dernière c'était mieux et t'étais comme ça, donc il faudrait essayer de schématiser un peu la technique que tu avais la semaine dernière, tu vois, c'est pour l'aiguiller, mais je lui ai pas dit faut que tu te places comme ci comme ça, faut que tu mettes tes hanches 10 cm plus bas. J'ai dit voilà, il y a ça qui a été fait la semaine dernière qui était très bien, il y a ça qui a été fait cette semaine, essaye de te rappeler des feelings que tu avais la semaine dernière et de le remettre en place avec des trucs un peu plus précis évidemment, tu vois, mais c'est ce qui va changer pour moi en tout cas, pour l'aspect retour technique, entre un court terme et long terme, et même pour moi en tant qu'athlète, actuellement au squat je suis complètement du père, et ça m'arrive d'aller voir Coco et de dire ouah gros, ma technique au squat elle est trop nulle, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, j'arrive plus à me placer et tout, et Coco il me dit juste bah ouais techniquement c'est vrai qu'il y a ça et c'est pas top, mais fondamentalement il y a besoin de rien changer, c'est juste parce qu'on est dans une période précise qui fait que techniquement je suis comme ça. Et du coup, moi en tant qu'athlète, c'est difficile de me dire que techniquement je me sens pas très bien, je vois qu'il y a des erreurs, mais pour les corriger, entre guillemets, j'ai besoin de patienter un peu, en fait, j'ai besoin de reprendre d'une dynamique, quelque chose qui va me correspondre mieux, sans avoir besoin de dire ah faut que je me place comme ci, faut que je me place comme ça, parce que c'est ça qui va faire changer ma technique. Donc ouais, c'est ce qui m'inspire là actuellement par rapport à tout ça. Donc si Loïc t'as un truc à ajouter juste en fait t'as l'impression de par le contrôle, c'est ça qui est dur en tant qu'athlète, c'est que tu te dis là je suis pas bien et t'es en mode bah je peux rien y faire, sauf que si en fait justement ce que tu peux y faire c'est patienter, et c'est une forme de contrôle, d'apprendre à te dire que au lieu de changer quelque chose il faut juste que t'attendes que les choses se remettent dans l'ordre, et que c'est le fait de faire comme d'habitude correctement qui va faire que ça revienne mieux. Et ça c'est sûr que c'est dur à accepter, parce que du coup tu te dis bah en fait je suis pas bien, je vais être bien, mais j'ai rien changé, donc du coup c'est pas moi qui change, alors qu'en fait bah si, totalement, puisque si ta technique change c'est forcément toi qui la change. Ça c'est compliqué, mais avec des athlètes qui ont beaucoup moins d'expérience, que ce soit dans leur pratique de manière générale ou même en coaching avec toi, bah peut-être que du coup faut amener un petit peu plus de comment dire, donner un truc qui laisse le temps à la tête. Voilà, c'est ça. Ne pas lui dire t'inquiète, ta technique elle va aller mieux dans une semaine. Non, parce que si lui, voilà, dans ce cas-là, tu vas essayer de donner des cues, etc. Mais donner des cues de débutant à un mec qui s'entraîne depuis 2 ans et demi,
très rarement. Et Ça va justement, peut-être le réaiguiller sur une petite piste, mais généralement ça va peut-être le faire over penser trop sur penser, un truc et ça sera pas ouf, donc voilà. Et moi j'ai l'exemple là. Après, en gros, ce que je veux dire, c'est un petit disclaimer, c'est attention, c'est pas parce que t'es avancé que tu ne peux pas faire de changements techniques ou que tu ne dois pas faire de changements techniques. Ça peut arriver, ça arrive beaucoup moins, mais ça peut arriver. Je prends l'exemple de Antoine Garcia, qui est très avancé vu qu'il est champion du monde, avec sa fait un moment qu'il s'entraîne. Il y a pas longtemps, on a changé un truc sur son squat, alors que techniquement son squat c'est probablement un de ses meilleurs lifts. Il a toujours été plus ou moins bon dessus, mais on a décidé de faire ce choix de changer un truc. Et ça a eu un aspect très positif. Et surtout là où ça a été très très dur à savoir si ça va être positif ou pas, c'est que sur les séries longues, donc les séries qui fait le plus, c'était pas forcément bien. Moi, je me suis rendu compte que c'était effectif comme technique sur le single, et c'est là où ça rend le truc encore plus dur, c'est que en fait, faut pas se laisser biaiser par une séance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une ou deux séances de la semaine où tu vas te dire putain, ma technique elle est nulle, je me sens pas bien. Pour autant, tant que tu performes sur ton single, c'est ce qui compte en fait, ou ton single ou ton truc plus spécifique, c'est ce qui compte au final, c'est ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que vouloir faire des adaptations sans arrêt, ça laisse juste pas le temps à l'adaptation de se faire en fait. Et donc du coup, tu pourras jamais savoir si c'est mieux ou pas mieux. Et c'est là où c'est très très important et à comprendre. Ce qu'il faut faire progresser, c'est les formats spécifiques. Dans l'idée, tu veux progresser en compétition, pas à l'entraînement. Et il y a des changements techniques parfois qui font progresser sur l'un et pas forcément sur l'autre. Et du coup, il faut laisser le temps au temps de pouvoir voir justement ce que ça donne et laisser le temps à ces changements de prendre place et de voir les résultats sur le jour important. Et il y a beaucoup de gens qui sont je sors d'une séance de merde, oh ça allait pas, je me sentais vraiment pas bien, faut que je change, comme tu le disais. Et ça pour moi c'est vraiment un comportement autodestructeur. Genre, il faut juste se dire ok, ça va pas, c'est pas grave. Tant que ça va toujours quand ça doit aller, où est le problème? Juste une petite question. Changement sur Antoine, est-ce que c'était un changement de grande ampleur ou c'était plus de l'ordre d'un petit détail? Quand même, parce que c'est sa stance, tu vois, au squat. Okay. Donc c'est quand même assez. Ça impacte beaucoup, ça a impacté son manque de buste, ses hanches, ses positions des genoux. Donc il y avait quand même pas mal de changements. En soi, c'était pas que. Je sais pas, je lui ai pas dit d'écarter sa stance de 10 cm, mais dans sa mécanique de squat, ça a pas mal changé les choses. Alors que, comme je le dis, sur un mec avancé comme ça, tu te dirais, c'est presque dangereux, entre guillemets, de faire ce choix-là. Moi je vais vachement rejoindre Coco sur ce qu'il disait au début, c'est la discussion, parce que une fois que la technique est en place, que tu vois que de semaine en semaine ça bouge pas et comme tu dis tu vas pas répéter toutes les semaines c'est très bien, au bout d'un moment tu peux être plus enclin à dire qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'as envie de faire. Moi je pense que ça serait pas mal et plus comme tu disais orienter les retours techniques sur de la communication avec l'athlète. Là-dessus je suis vachement d'accord et aussi des fois un peu revenir aux bases, tu vois. Typiquement, j'ai eu un appel avec un des athlètes que je coach depuis le plus longtemps et il était un peu paniqué parce que lui, personnellement, il trouve que dans sa pratique, t'as l'impression que tous ses retours, c'est séance de merde. Et donc, on a fait un appel l'autre jour parce qu'il a dit j'ai vraiment besoin qu'on parle de la pratique en elle-même, tu vois. Et en fait, le fait de discuter autour de ça, il se rend compte de tout ce qu'il a fait et aussi que au final, ça va pas tant mal que ça, quoi. Qu'il y a eu des pépins techniques, enfin des pépins physiques, que il a hyper progressé. Et des fois, je lui dis franchement, regarde ton squat par rapport à il y a 6 mois, il y a plus longtemps encore. Et une fois, il avait fait un montage comme ça où il regardait son squat à l'ancienne, avant le coaching. Et il dit, ah ouais, c'est vrai que là, il y a du changement, quoi. Donc déjà, communication. Et c'est vrai que sur l'aspect des retours, j'ai un autre athlète que ça fait un moment que je coach aussi, où c'est assez rigolo, mais j'ai quasi pas fait de retour. Genre, son squat, depuis le début, j'ai quasi tout le temps dit, ouais, c'est très bien, quoi. Genre, je vais pas... C'est un des rares où j'ai pas modifié pour modifier, parce que je suis en mode, ton squat va très bien. La seule chose qu'on va faire, c'est voir qu'est-ce que tu peux tolérer comme volume pour progresser, comme intensité, et le motiver en mode, là, je t'ai mis un gros x7, pousse un peu la machine pour voir ce que ça peut donner, quoi. Il progressait bien et là il y a pas longtemps on a changé un petit truc sur le squat et ça marche très bien et globalement après des fois son bench il te dit oh je me sens pas bien et techniquement ça va pas bouger d'un seul centimètre, juste continue et c'est vrai que des fois en tant que coach tu peux te dire putain je lui ai pas apporté quelque chose. Est-ce que il va pas se dire putain le coach m'apporte rien, ça, il a rien à me dire et tout, et en fait faut juste que l'athlète fasse confiance au fait que des fois t'as rien à apporter. Tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les choses marchent, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, tu sais, où moi je vois un petit peu ce passage, justement, peut-être après 6-8 mois de coaching, où techniquement c'est très bien, et t'as un petit peu une accalmie au niveau des retours, c'est-à-dire que, ils sont moins longs, ou en tout cas ils changent de direction, ils s'orientent vers plus la programmation que le retour technique. Et c'est là où en fait il faut faire comprendre à l'athlète le but c'est pas juste d'envoyer tes vidéos et d'attendre que je te dise ce que je vois en fait. Le but c'est de communiquer, de dire qu'est-ce qui va sur cette séance, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut changer. Et moi je vois beaucoup de gens qui regardent, qui font mes retours, je vais leur parler d'un truc en particulier que j'ai vu et j'essaie de creuser le sujet, ils vont pas me répondre et après ils vont m'envoyer un message en mode
du coup, t'as rien dit sur mes vidéos. Et en fait, parce que, justement, si j'ai rien à dire, tant mieux. Mais si je me lance un petit peu dans cet endroit-là, c'est parce que j'essaie d'en parler avec toi. Alors après, si tu veux pas, hein, parce que des fois, ça peut être des sujets qui sont semi-personnels et ils veulent pas forcément discuter, d'accord. Mais sinon, en fait, vas-y, réponds, discute, communique avec moi et on verra où ça nous mène. Faut pas forcément vouloir que parler de la technique, parce que parfois, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Et je pense que plus tu veux optimiser le truc, et plus il y a d'intérêt à parler un petit peu de l'aspect personnel du lifter, comment est-ce qu'il se sent, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu vois. C'est des trucs cons, mais qui peuvent avoir un impact et qui peuvent aussi juste aider un peu à créer une relation vraiment, on va dire, la plus impliquée possible entre le coach et l'athlète, quoi. Ce que tu disais, c'est intéressant. Je pense que pour certaines personnes, il peut même y avoir un biais qui est de, tu prends un coach et tu as envie qui te change drastiquement ta technique, tu vois. Parce que tu te dis, j'ai fait plus ou moins le truc, j'ai fait le truc par moi-même. C'est probablement nul ou pas terrible. Donc en fait, lui, il est trop fort, il va faire un truc de fou avec mon squat, alors que peut-être que le changement, c'est on va changer 10% de ton squat et il sera impeccable parce que c'était proche. Et c'est vrai que ce biais, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être même une évolution de ce biais avec du renouveau. C'est-à-dire qu'au bout de, comme tu dis, une certaine stagnation technique dans le bon sens du terme, bah, tu te dis, putain, j'aimerais bien qu'il y ait un truc là qui fasse exploser mon squat et qu'il me dit, je sais pas, change ton écartement de pied, que du coup le squat il repart, alors que non, pas forcément. Malheureusement, c'est juste du temps et de l'accumulation de séances. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un truc très important, et c'est pour ça que j'aime pas du tout, entre guillemets, les programmations sur le long terme, etc. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un appât, un hook pour les athlètes où je leur dis, t'inquiète, ça va venir, tu vois. Et du coup, l'athlète, il a ce truc de, ok, j'ai ce moment-là. En fait, il a peut-être une déception, il lui dit, ok, t'inquiète, j'ai un autre truc. Et du coup, tu le revois pendant 6 mois sur une période où, bah, c'est normal que tu performes pas, c'est normal que ça aille pas. Oh, t'inquiète, dans 6 mois, ça va aller. Et en fait, je trouve ça vraiment nul. Parce que du coup, pour moi, c'est justifier le fait que tu sais pas gérer forcément ta programmation, que tu sais pas ce qui implique que l'athlète se sente bien ou pas. Et qu'en fait, à chaque fois, tu lances un peu TD en disant, bon, peut-être qu'il se sentira mieux. Dans tous les cas, il s'entraîne, donc il a progressé, tu vois. Et en fait, les athlètes, du coup, sont un petit peu, on va dire, éduqués à avoir ce genre de suivi, de coaching, on tente un truc là, on verra dans 6 mois. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Tu dois avoir des résultats déjà à court moyen terme, au moins avoir un truc vraiment précis sur lequel tu bosses, et pas juste dire on va attendre que machin ça vienne, ou on fait des gros changements, ça prend du temps. Non, en fait, ça devrait pas prendre du temps, ou en tout cas, si c'est bien fait, beaucoup moins que tu penses, et surtout de garder l'athlète en joue par rapport à ça, je trouve ça nul, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi je déteste le suivi avec engagement, parce que pour moi, bon, évidemment, il faut un suivi long terme pour que ça dure, enfin pour que ça serve un minimum à quelque chose et pour que ça soit de plus en plus optimisé, mais tu dois pas piéger un athlète avec toi. De t'engager qui va faire que tu vas progresser. Et du coup, ça force un peu l'athlète à se dire, ok, je me visualise dans le long terme. Sauf que ça amène un peu ce truc de cet aspect deload. C'est ok, je performe dans 6 mois. Donc c'est bon, tu vois. Et je trouve que tu perds d'implication et tu perds du temps et au final, tout est moins optimisé. Bah moi, c'est vrai que je viens d'y penser en parlant, mais Charlie me coach et au début du coaching, on avait changé pas mal de trucs techniquement. En tout cas, Charlie avait changé pas mal de trucs techniquement sur mon squat, mon bench, mon deadlift. Et je me rappelle d'une période où ça commençait à se stabiliser et où je me disais, bah là vraiment, il a juste dit que c'était bien sur mes vidéos, quoi. Genre, t'as rien de plus à dire. Et j'étais un peu en mode, j'ai envoyé toutes mes vidéos et je suis là, genre, il m'a dit, ouais, c'est bien, on continue. J'étais en mode, mais dis-moi de changer un truc, genre il faut modifier quelque chose pour que je sois meilleur. Et en fait non, au bout d'un moment, le seul truc à faire c'est entraîne-toi, continue, ouais, voilà. Et du coup c'est intéressant parce que j'ai aussi la vision perso. Et en fait il y a un moment où si l'athlète il t'envoie 25 vidéos après un an et demi de coaching, c'est regarder des vidéos pour regarder des vidéos. Exactement. En fait, parce que tu vois toujours il va t'envoyer 4 vidéos de son squat, mais bon, si ta technique elle est ancrée depuis 6 mois, qu'est-ce qui va changer entre les 4 vidéos, tu vois. Et surtout, c'est peut-être qu'il y a un truc qui va changer, mais peut-être que ce truc sera pas récurrent, parce que s'il y a une rep sur, je sais pas, les 16 que t'as fait où il y a un truc différent. Exactement. Ça fait partie de, t'es pas un robot, en fait, tu vois. T'as peut-être une petite perte de focus, t'as peut-être un poil écrasé en bas, mais est-ce que ça implique qu'il y a vraiment un truc à changer sur ton squat? Ou c'est juste, ça fait partie, on va dire, des 5% de marge d'erreur, on va dire, tolérable. Parce que moi, je pars de ce principe-là, c'est en gros, je dis aux athlètes, l'objectif, c'est de te coacher techniquement jusqu'à ce que tu atteignes une efficience de 90-95%. Et à partir de là, on va dire, le reste, c'est un petit peu une espèce de, soit de la micro-optimisation d'intention, comme le racing, tu pourras, dans l'idée, toujours un poil mieux le faire, en te focalisant là-dessus, ou le routing des pieds, tu vois, des petits trucs comme ça qui relèvent plus de l'intention que quelque chose d'un mouvement concret. Et après, c'est il y aura forcément une petite marge d'erreur technique, mais tant que c'est pas récurrent, que ça arrive une fois une fois par mois, surtout que en fait, c'est bon. Nous en tant que coach, on voit ce qui se passe, mais on n'est pas dans le corps de l'athlète. Et en plus, qu'il y a une limite à la correction technique. Moi, je pourrais avoir n'importe quel coach le plus avancé sur tous les retours techniques au monde, il sera jamais aussi efficient à savoir ce qui fonctionne pour moi que moi, tu vois. Parce que je suis tellement avancé dans ma pratique, je sais ce qui fonctionne, je sais ce que j'ai besoin de faire, mais parfois j'arrive pas à y arriver. Par contre, je sais la finalité, j'ai besoin du chemin, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que
au bout d'un moment, en tant qu'athlète, t'es censé avoir la connaissance pour savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Ce qui veut pas dire que le coach n'a aucun intérêt, au contraire, ça veut juste dire que le coach va pouvoir se focus sur le processus et t'emmener là-bas, ou en tout cas t'aiguiller, machin, etc. Et plus le temps passe, et plus ça devient un peu une relation un peu, entre guillemets, mentor, tu vois. Collaborative. Où vraiment tu discutes, etc. Tu trouves des solutions, t'en parles, en fonction de deux personnes qui s'envoient des idées et qui trouvent les meilleurs compromis. Et au début, c'est peut-être un peu plus, j'aime pas dire ça, mais autoritaire, un peu, tu sais, tu vas à l'école, t'apprends, quoi. T'as la même plus mise, sur la planif. Et au fur et à mesure du temps, c'est censé se délaisser un petit peu, et c'est totalement normal, c'est pas un problème pour moi, au contraire, ça montre justement qu'il y a un truc qui se passe avec le coach et qu'il y a une sorte de fusion, c'est-à-dire que tu sais où t'en es, tu vois. Et pour moi, c'est ultra important, c'est ce que je dis, moi, techniquement, je connais les périodes où j'étais le plus fort, je sais pourquoi j'étais le plus fort, j'arrive pas toujours à y aller, mais je tends vers ça et j'essaie de faire en sorte d'y aller. Et je sais que techniquement, si j'avais besoin d'un coaching, ce serait absolument pas de ce côté-là, ce serait vraiment plus l'aspect programmation pour avoir en fait quelqu'un pour discuter, avec qui discuter. Et c'est pour ça que moi j'adore discuter de ça, parce qu'en fait, même si c'est pas des gens qui ont du tout la même philosophie que moi d'entraînement, juste des fois tu vas dire ah ouais, pourquoi pas. Et tu vas un petit peu trouver la créativité, trucs, on en parlait la dernière fois. Et pour moi, c'est tellement ça qui est important et c'est tellement ça qui crée ce truc, qui fait le truc en plus quand tu coaches quelqu'un. Et après, évidemment, le fait de pouvoir juste connaître la personne très bien. Je prends l'exemple de Charlie que je coach depuis plusieurs années. Il fait son lift, il prend en vidéo, je le vois, je sais déjà comment avant même qu'il finisse son lift, je sais déjà ce qu'il va dire, je sais déjà comment il va se comporter, tu sais, genre s'il va être content ou pas content, et je sais déjà ce que je dois lui dire, tu vois, et je sais déjà si je dois lui dire ou je dois pas lui dire. Enfin, il y a plein de choses comme ça, genre en fait ça devient naturel avec le temps et tu le sais très bien, tu vois. Et après, je pense aussi il y a un peu l'œil entre guillemets du coach. Genre moi je sais qu'il y a ce truc là, des fois je vois qu'il y a un truc qui va pas sur le mouvement, au premier abord, je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais je saurais pas dire quoi. Il faut que je le regarde 2-3 fois et je me dis, c'est ça, tu vois. Et en fait, genre, je sais pas, par exemple, un truc tout bête, mais j'arrive toujours à me rendre compte de si quelqu'un est déséquilibré ou pas. Genre, je vais voir la vidéo vraiment en une fraction de seconde et je vais réussir à voir. C'est comme si j'arrive à calculer entre mes centres de gravité et voir s'il est un peu trop en avant ou un peu trop en arrière et je me rends compte, je sais qu'il y a un truc qui va pas et que c'est ça, tu vois. Et c'est drôle parce que c'est vraiment l'œil que tu prends avec le temps, à force de regarder des vidéos, en fait, et de faire attention à ça, quoi. Alors, il y a l'évolution du coach dont on vient de parler, il y a aussi l'évolution de l'athlète. Moi, je sais, ça me fait penser souvent à Mathéo et à Léo aussi d'ailleurs, qui, lorsqu'ils me font les retours depuis déjà 6 mois, ça fait 1 an et demi que je coach Mathéo et 1 an que je coach Léo à peu près, qui en fait me font une espèce d'autodiagnostic. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Quand il me dit par exemple ouais j'ai senti que si ou ça là ça c'était pas bien, etc. Parfois notamment Léo par exemple je lui dis qu'il est trop psychorigide sur son analyse technique, tu vois, ça le mène un petit peu au fameux paralysis by analysis, mais voilà, Mathéo il est un peu moins dans ça et pour le coup c'est intéressant parce que ça montre aussi que l'athlète à travers le processus de coaching et le processus collaboratif il apprend en fait à se connaître, il apprend les ressentis et il intègre ce que tu lui donnes. C'est pas juste tu lui fais un retour et il applique bêtement ce que tu lui dis, c'est en fait il comprend pourquoi tu lui dis, il comprend le fait d'appliquer ce que ça fait en termes de sensations internes, et ensuite il est capable de te dire ok j'ai fait cette série, tu le verras peut-être pas mais moi par exemple je me suis mal senti, tu vois. Il me dit parfois il me fait des bruits, il me dit ouais je me suis écrasé en bas, je lui dis honnêtement je le vois pas vraiment. Alors effectivement je le crois sur le fait qu'il l'a senti, tu vois, qu'il a senti qu'il y avait un truc qui a couillé en bas mais ça se voit pas, et au final c'est intéressant parce que c'est comme tu dis, c'est vraiment se renvoyer des idées, c'est en gros je te donne une info et moi je t'en renvoie une en mode je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Ça, j'avais pas fait gaffe, par exemple. Peut-être qu'il peut pointer du doigt un micro-détail sur lequel j'avais pas fait gaffe. Ah, tiens, on va un petit peu préciser le focus de l'analyse technique sur ça sur les prochaines séances. Et c'est là où je trouve que la collaboration de coaching atteint son paroxysme en termes d'efficacité. C'est quand le coach, il connaît l'athlète, comme tu dis, plus ou moins par cœur, et quand l'athlète, lui, se connaît aussi très bien et est capable de s'auto-diagnostiquer et surtout d'être proactif. Et ça, c'est un paramètre qui est très important. C'est pas juste, je fais ma séance, j'attends les retours du coach. C'est pendant ma séance, je suis capable entre guillemets, de m'auto-corriger s'il y a un truc à faire entre mes séries pour qu'au final, même si, je sais pas, j'ai 4 séries à faire, la première elle était à chier, en fait les 3 dernières sont très bien parce que j'ai pris conscience de pourquoi c'était à chier et je l'ai corrigé. Et le coach ensuite il va appuyer éventuellement 1 ou 2 trucs de plus, mais globalement t'as fait déjà une bonne partie du boulot et ça t'évite du coup d'avoir fait 4 séries de merde en attendant que ton coach te fasse le retour. Et du coup c'est que c'est un cercle vertueux au final. Et surtout, moi il y a un truc aussi que je trouve très important, c'est que plus le temps passe et plus les techniques deviennent personnelles, intuitives pour les athlètes et parfois bizarres. C'est-à-dire que tu vois des trucs, des fois tu te dis waouh, tu prends ça sur un athlète débutant, tu te dis là il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est tellement atypique, puis il y a de grandes chances que ça fonctionne pas. Mais avec le temps, il y a des techniques qui sont très atypiques et qui fonctionnent. Et en fait, c'est juste vraiment l'aspect de tu t'es allé dans cette position-là naturellement et tu t'y sens fort, tu vois. Typiquement, je prends ton exemple de ton terre, il est assez atypique en réalité. Tu vois, t'as les hanches très bas, c'est très rare, tu tires avec le dos très droit, c'est très rare, et ça te convient. Et quand tu fais pas, ça fonctionne pas. Et si moi je veux prendre un athlète en coaching, je vais dire bon, tire avec les hanches plus hautes, voilà. Et pourtant, je sais bien que si tu dis ça maintenant, ça n'a aucun sens. Parce que s'il le fait, c'est pour une raison. Et s'il a réussi à faire ces performances-là avec cette technique-là, c'est que ça lui convient. Et moi, c'est pareil, tirer avec ma position de dos et en même temps mes hanches au terre, c'est assez particulier. Rien que le
l'angle de mes pieds au bench, le fait que j'ai les pieds ultra en canard comme ça, tu vois quasiment jamais ça, mais ça me convient, ou le fait que quand je suis très fort au squat, j'ai un gros butt wing et je me sens très fort comme ça. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, si t'as ça en début, tu te dis bon, faut qu'on fasse quelque chose, parce que ça c'est l'exception en fait, et pour 99% des gens ça fonctionnera pas, mais quand ça fonctionne, il faut juste accepter que ça fonctionne et faire avec. Bon, je pense qu'on a fait un bon point là. Pour écourter un peu le podcast, au lieu de donner mon sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les commentaires qu'il y a eu sur les derniers entre coachs. Okay, on va du coup y répondre. Et à la fin, je vais vous poster une petite question Vas-y, let's go. en rapport avec ça. Du coup, on va reprendre sur les questions, comme je l'ai dit, sur l'entrecoach 3, non 4 Le 3, ouais. Troisième qui est sorti, on va reprendre sur le troisième podcast les questions. J'ai du mal à comprendre votre concept sur la ceinture comme quoi elle vous tient le dos. C'est flou pour moi. Et je sais que j'en ai parlé parce que je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Je lui ai dit, tu parles de quoi exactement? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Ah oui. Je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'ai répondu, c'est dans l'idée, la ceinture te rigidifie, limite l'amplitude sur quelques vertèbres, et donc elle tient ton dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je disais du coup à peu près la même chose, parce qu'on parlait aussi du bracing et du fait qu'on cherche pas à brace fort au deadlift, en tout cas Coco et moi. Et moi, la ceinture, elle me tient le dos. En tout cas, je la serre beaucoup aussi parce qu'elle me permet de rester dans une amplitude dans laquelle je suis fort. Je sais que si je la serre moins, bon déjà, je suis moins stack. Et en plus, je vais avoir tendance à peut-être abaisser un peu plus mes hanches alors que c'est pas ce qu'il faut. Et typiquement, mais bêtement, quand je la serre très très fort et qu'elle me tient le dos, j'arrive à abaisser mes hanches pile poil à la hauteur qu'il faut pour bien me placer. Et juste, ça me permet d'être fort comme ça. Moi, ça me tient le dos dans la position dans laquelle je veux, simplement. Ouais. C'est pour ça que je la serre autant. Alors je sais pas du coup le viewer en question quelle ceinture il possède, mais moi je suis pas dans leur cas, j'ai jamais eu de SBD. J'ai une A7 10 mm donc qui est quand même pas très rigide, et pour te donner un ordre d'idée de comparaison, les quelques fois où j'ai mis une SBD, je me sentais bloqué littéralement parce qu'elle prend tellement de place, elle est tellement rigide que tu la mets, tu te dis oui, je peux pas faire une flexion en fait, je peux pas aller au max de ma flexion, donc voilà. C'est entre guillemets les goûts et les préférences, et surtout quand t'as pas l'habitude d'être serré comme ça et qu'on te serre comme ça, tu vas te sentir super serré, quoi. Logique. Moi, pour ma part, moi aussi je serre assez fort ma ceinture, et en plus de ça j'essaye de brace aussi assez fort, parce que vu que je tire avec les hanches assez basses et le dos assez droit, dès que j'ai un petit peu de flexion au niveau lombaire, je sens que ça change quand même ma position. En soi, si je suis très hype et que je suis en comp et tout, ça va peut-être pas changer grand chose, mais si je suis à l'entraînement, je vais le sentir, et du coup le fait que la ceinture soit très rigide et très serrée, au moment où je brace, c'est là où je place correctement mon bas du dos, et ça me permet du coup de maintenir mon dos dans cette position et de maintenir du coup ma technique. On a un autre commentaire où en gros il dit perso d'accord sur tout sauf quasi le sommeil. C'était un peu un contexte bizarre où toi tu disais qu'en gros le sommeil de la veille de la compétition c'est pas si important, et c'est ça que je précisais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait la déprivation de sommeil, quand c'est très momentané et que c'est sur un truc spécial, c'est là où c'est beaucoup moins impactant. Et surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait je pense que t'as peut-être pas vécu de compétitions qui ont un gros enjeu pour toi, mais tu le veux pas, hein, tu choisis pas volontairement de ne pas dormir. C'est juste que t'es tellement stressé, ou en tout cas il y a tellement d'implications, il y a tellement de choses qui font que t'es stressé, entre faire le poids, faire la compétition, le contexte, etc. qu'en gros tu fais ce que tu peux pour dormir autant que tu peux, et que ça impactera pas tant que ta compétition que ça. Donc faut pas stresser, ou en tout cas faut pas se rajouter un poids mental en plus, parce que sinon t'arrives dans la phobie de oh j'arrive pas à dormir mais il faut absolument que je dorme, donc du coup t'arrives pas à dormir parce qu'en fait tu te rends compte que tu dors pas assez et que du coup t'es stressé du fait que tu dormes pas, et c'est là où c'est problématique. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça, et surtout que c'était dans un contexte de nuit pré-comp, et dans un podcast précédent j'ai dit aussi que le sommeil était hyper important et que c'était un facteur qui justement n'était pas à négliger. Donc voilà, c'est deux paramètres à prendre en compte, c'est que si tu n'as pas 11 heures de sommeil avant le SBD de ta fin de bloc, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu vas pas réussir. Et moi ce que j'ai tendance à dire et ce que j'essaye de me dire, c'est que ma nuit la plus importante va pas être la nuit de la veille de ma grosse séance, mais l'avant-veille. Oui. Par exemple, moi j'ai mon SBD le lundi, ma nuit du samedi au dimanche, il faut qu'elle soit suffisamment longue, suffisamment reposante, et je sais que si je dors moins bien du dimanche au lundi, pour X ou Y raison, parce que généralement quand je sais que j'ai un SBD, ça m'arrive d'avoir un peu plus de mal à dormir, c'est pas grave, je suis ok avec ça, parce que je sais que la nuit d'avant, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, ça c'est vraiment purement empirique, c'est uniquement moi mon ressenti, mais je sais que la nuit de l'avant-veille pour moi est plus importante que la veille. Moi je fais l'inverse. Ce que je fais, c'est quand je sais qu'à une compétition je dois absolument dormir, je vais peut-être me faire en sorte de dormir un petit peu moins l'avant-veille, histoire d'être fatigué pour la nuit d'après et du coup être sûr de dormir. Mais ça c'est à double tranchant, parce que si du coup tu dors pas derrière, là t'es dans la merde. Avant, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment du mal à dormir avant une comp au début, et maintenant
je dors grave bien. En tout cas pour ma dernière comp, Plus le temps passe pareil. j'ai calé une vraie nuit, j'étais en détente totale. Et pourtant on s'est levé tôt parce qu'il y avait la pesée tôt et tout. Et d'habitude je me couche entre 23h et minuit. Parfois un peu plus ça m'arrive de me coucher vers 22h30, mais là typiquement pour la comp aux Arnold, je me suis couché, j'étais au lit vers 21h. 21h30 je dormais. J'étais en détente. Charlie 75 ans. Prochain sujet, vous voulez qu'on parle de compléments. On l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on entend par dos rond? Bon, ça, je pense qu'il faudra peut-être qu'on en parle pendant un podcast parce que c'est un peu. L'avantage inconvénient, c'est un peu complexe. Par contre, il y a quelqu'un qui a commenté. En gros, perso, je trouve qu'il y a quand même un juste milieu entre squatter son deadlift et avoir les hanches hautes. On insiste vraiment pas assez sur le rôle des quads au deadlift qui sont quand même les muscles principaux qui vont faire décoller la barre. Au deadlift, on pousse dans le sol et vers l'avant, hanche, mais on tire pas, à mon sens. Bref, sinon, super intéressant comme d'habitude. Moi, du coup, ce que je tiens à dire, c'est justement qu'en fait, non, les quads n'ont vraiment pas un rôle tant important que ça. Ils sont plus stabilisateurs qu'autre chose. Ils vont t'empêcher de partir sur l'avant pour avoir le bon degré entre pousser et tirage. En fait, ce qui va jouer le plus, ça va être les adducteurs et tout ce qui est extenseur de la hanche, mais du coup pas les quads. En fait, ton extension de hanche, elle n'a pas de force, enfin, elle produit juste la force nécessaire pour justement t'empêcher de partir sur l'avant, de tendre les genoux trop tôt et de partir. Au contraire, trop descendre les hanches, ça va te faire trop squatter ta charge et du coup partir sur l'avant parce que du coup tu vas shift le poids qui est vers l'arrière, c'est-à-dire avoir trop d'exflexion de buste pour en perdre, donc partir sur l'avant pour ouvrir ton angle des extenseurs de la hanche, donc du coup avoir moins de force à fournir. Et si tu fais que de pousser dans le sol et que tu ne tires pas, c'est probablement que tu gère pas aussi bien que tu pourrais t'en soulever terre, sauf si encore une fois t'as une exception comme je l'avais dit, par exemple Nabil qui arrive en fait à rentrer tellement ses hanches qui n'ont plus de porte-à-faux. Mais par définition, comme tu as un porte-à-faux vers l'avant, tu es obligé de tirer ta barre et tu ne peux pas la pousser puisque sinon tu pousses contre un objet qui est plus lourd que toi et par conséquent tu bougeras avant la barre. Oui, et surtout, tu dis dans ton commentaire, si je dis pas de bêtises, tu précises pas quel type de deadlift, ça dépend quel type de deadlift. Effectivement, en sumo, tu vas avoir un peu plus d'intérêt sur les quads, mais en tradi, notamment si t'as les hanches hautes et éventuellement de la flexion, les quads, non, là pour le coup, je suis en désaccord total, ils ont pas un très très grand intérêt. Alors oui, effectivement, la production de force va un petit peu t'aider pour la décoller du sol, mais le 70-80% du job, ce sera ta chaîne latérale qui la fera. Après... Chaîne postérieure, tu veux dire? J'ai dit quoi? Latéral. Ouais, chaîne postérieure, ouais. Chaîne latérale. C'est un nouveau concept. On en parle dans le prochain. Et à la limite, tu vois plus, après, il y a des micro-variations du style, si on en parlait aussi dans un précédent entre-coach, si tu tradis avec les genoux très avancés par rapport à la barre, oui, aussi, tu auras un petit peu plus de stress sur les quadris. Mais globalement, dans la globalité, même en sumo, les quads restent en quelque sorte minoritaires. Et ce que tu as dit, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ils doivent être suffisamment forts pour pas que tu partes en deux temps. Ce qui est toujours le cas puisque tu squattes. Enfin, si tu l'avais fait, tu squattes. Donc, par définition, tu as assez de quads pour faire ça. Exact. Enfin, la demande est tellement minoritaire par rapport au squat que c'est quasiment impossible d'être déficient en termes de force sur les quads. Même pour une technique comme toi encore où tu as les hanches très basses, en fait, ce que tu vas faire en grande majorité au début de ton mouvement, ça reste de l'extension de hanche. C'est pas parce que tes genoux s'ouvrent que, en fait, ils sont forcément beaucoup recrutés. Je peux prendre l'exemple je pense qu'il y a plein d'autres mouvements, mais en fait, tu peux bouger deux articulations en même temps et pour autant, toutes les articulations n'ont pas bossé beaucoup. Typiquement, je sais pas, si je fais ce mouvement-là et qu'en même temps je bouge mon poignet, l'articulation majoritaire de ce mouvement-là, ça va être la rotation externe, donc tout ce qui est épaule en gros. C'est pas parce que je bouge mon poignet dans l'articulation que c'est mon poignet qui fait tout le mouvement, en tout cas qui produit le plus de force. Et ça, faut le comprendre. Bouger ne pas dire forcément recruter. Et si tu trouves que tu as une grosse faiblesse quadriceps, c'est peut-être pas que tu as une faiblesse quadriceps, c'est juste que ta technique n'est pas adaptée, que du coup tu mets trop de contraintes sur les quadris et passer sur la chaîne postérieure, un peu comme sur un squat. D'ailleurs là on parle du deadlift, mais sur le squat c'est un peu pareil, c'est peut-être juste que tu as les genoux qui sont vraiment trop avancés, que tu squattes méga vertical avec sur l'haltéro et que du coup c'est pas que tu as les quads faibles, c'est juste que tu sous-utilises ta chaîne post et que tu surutilises ta chaîne antérieure. Et donc, par définition, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que peut-être que si tu es limité par ça, c'est que ta technique n'est pas adaptée, tu devrais peut-être avoir les hanches plus hautes et du coup avoir plus une mécanique de hinge, de soulevé de terre, que de squat au final sur ton squat, ton soulevé de terre du coup. Ouais. Et ce qu'on disait, je crois, sur celui de la dernière fois, c'est que, et même si jamais tu considérais avec une technique relativement optimale que tu avais un déficit quadriceps, ça pourrait être plus rentable de modifier légèrement ta technique pour shift plus de stress sur ta chaîne postérieure que d'essayer de rattraper ce déficit quadriceps. Après bon, ça c'est plus au cas par cas. Mais... Oui, là on essaie de théoriser en fonction de quelle pourrait être la réponse entre guillemets à la problématique, puisque si tu commentes probablement que tu as une problématique. Du coup moi le petit happening entre guillemets que je voulais rajouter, c'est une question toute bête. Pour vous, quelle est la prochaine star entre guillemets de l'IPF, pas forcément juste en termes de niveau, mais entre guillemets celle qui va franchir le plus gros plateau dans les quelques mois, quelques années à venir? Moi. Je rigole. Allez. Je rigole pas trop. Moi, le premier nom qui m'est venu en tête, là, c'est Waskar, Carpio. Okay.
en 59. Parce que le record du monde en 59, ça fait des années qu'il a été pris. Et Huascar, c'est le seul qui est en train de s'en approcher, qui va même peut-être probablement le battre au monde. Moi, c'est un athlète qui me hype de ouf. Et surtout, c'est une KT, là, il est moins de 59, que les gens calculent pas trop parce que c'est des petites KT, c'est des charges en absolu qui sont évidemment moins grosses que des moins de 105, mais on a des athlètes quand même hyper forts. Et Huascar, c'est un mec, apparemment, en plus, je le connais ni personnellement, ni même trop sur les réseaux, mais apparemment, c'est un mec qui charbonne de fou depuis hyper longtemps. Moi, il me hype beaucoup. Et il hype aussi pas mal de personnes parce qu'il a un style et tout, et il est très chaud, tout simplement. Il est vraiment très fort. Donc moi, je pense qu'il peut briller là dans les prochaines années, parce que j'ai pas l'impression qu'on le connaît tant que ça, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, aux US, il est connu, mais il a jamais fait encore de gros trucs par rapport au niveau qu'il a, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On peut faire dans ce sens-là. Bah écoutez, moi, je vous avoue que je sais pas trop, mais il y a une personne à qui j'ai pensé, et tu vas le connaître, c'est Joe Borstein, je sais plus exactement. C'est un peu le même principe, c'est qu'il a déjà un vrai niveau, juste, il est monté de KT, donc en fait c'est dans une période où il a pas encore trop prouvé, et je crois qu'il veut passer en IPF, ou il est déjà en IPF. Je crois qu'il veut passer en IPF, mais il sait pas trop, moins de 83, moins de 74, parce qu'il a fait déjà 800 en 74, mais en 83, à l'entraînement, il a tiré genre plus de 350 hauteur, je crois. En gros, c'est l'équivalent de Cal, voire même meilleur peut-être, et il a pas beaucoup de gens fait en IPF, parce qu'il a rien fait encore en IPF, et voilà, à part les gens qui suivent un peu l'USAPL, ils connaissent pas, et surtout qu'en plus, même en USAPL où il a fait des compes où il s'est fait genre battre par Perkins par exemple, les gens calculaient pas le deuxième, alors qu'en fait il est grave chaud. Ça me fait penser à un gars en 66 qui s'appelle Charlie, en plus, aux States. Et en fait aux Nationals il a perdu contre Jonathan Garcia, alors qu'il a fait 705 kilos total en 66, tu vois, ce qui est non, c'était 7-10 le record du monde. Mais voilà, c'est genre, même moi je le connaissais ni d'Adam ni d'Eve, et je regarde les résultats, je vois, le deuxième, je m'attendais à ce que le deuxième il fasse 6,40, tu vois, 705. Ça, et toujours eu ça, pareil, tu vois, c'est des lifters au monde, hein. Des gens qui sont, je prends l'exemple de moi parce que ça me parle directement, mais en 2021 je fais 3ème de ma KT et je fais 6ème au total de toutes les catégories confondues. Donc du coup la performance t'es en mode il a fait que 3ème, mais en réalité t'es le 6ème meilleur athlète au monde de tout ce qui a été confondu, et du coup ça passe un peu inaperçu, alors qu'il y a des gens qui sont champions du monde avec 5-10 IPF points de moins que toi, quoi. Moi je sais pas trop, hein, parce que il y a plein de lifters que je connais pas, honnêtement. Là comme ça, juste un que j'attends de voir au monde, c'est Perkins, parce que après, pour moi parce pour le coup il a déjà fait bien ses preuves. Non mais voilà, mais mais pas en IPF du coup récemment. Il a fait son qualifier où il a été avec 40 kg plus que le record du... Non, j'exagère, c'est genre 20-35 de plus, je crois. Ouais, c'est mais pas mal de plus. En soi, non, mais je pense qu'il a encore pas mal de potentiel à exploiter, donc je te rejoins là-dessus. Non, mais en fait parce que je regarde beaucoup les 74 et qu'il y a des noms assez anciens que je connais pas, ou au contraire aussi des noms nouveaux auxquels je m'intéresse pas encore. Donc voilà. Moi en 74 j'aurais tendance à dire que Bakelun c'est plus une étoile montante entre guillemets. Non, pas moi. En fait les gens ne connaissent pas. Si. Depuis 6 mois, depuis qu'il a fait 800 en Europe, en fait, les gens le connaissent. Quand t'es un peu vieux dans la force, tu le connais, c'est un oui, nom, mais tu vois. en fait, ils le connaissent pas autant que ce qu'il vaut, peut-être. Voilà, et donc en fait c'est ça. C'est Kiel, qui a fait 800. Ouais. Non, il est norvégien. Ah, oui. Et typiquement, là, tu parles de sorte d'étoile montante. Pour moi, Perkins, il est déjà plus ou moins au sommet. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, voilà. Pour moi, il va y arriver là à 100% au World, voire à Sheffield. Mais Sheffield sera différent parce que après, Sheffield, il y aura aussi. est tellement haut que en ça fait, reste voilà, pendant quelques saisons. Mais typiquement, pour moi, Bakelun, c'est genre le mec qui peut peut-être battre Perkins. Bornstein aussi, du coup. Ouais, mais pour l'instant, il est pas encore là. Mais voilà, Joe, pareil. Mais pour moi, Bakelund actuellement, c'est peut-être le mec qui va s'en rapprocher le plus et que personne n'attend. Donc voilà. En vrai, personne non, mais c'est vrai que pas moi, autant. Je suis un pro Bakelund, moi j'aime trop le gars, donc j'avoue, je suis un peu un fanboy. Il y a des mondes qui l'attendent, mais pas autant que ce qu'il vaut. Enfin, c'est un peu la même chose. T'es pas premier, donc t'es nul, on se comprend, hein, alors que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Bon, alors, je t'avoue que tu me poses un petit peu une colle, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes que je connais pas. Moi, j'avoue que dès que t'as dit ça, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Perkins, parce qu'il a pas encore fait les Worlds. Donc, il a fait son qualifier, mais il est pas encore officiellement, on va dire, au World IPF. Donc, ouais, clairement. Mais t'as raison, il va arriver, il va tout rafler. Et bon, combien va-t-il pouvoir progresser de plus que partant du principe qu'il réussit bien sa comp, que ce qu'il va mettre en place, ça, je sais pas trop. Après, j'avoue que ça a un peu rien à voir parce qu'ils sont déjà dans le circuit, mais moi j'en regardais pas mal les 93, et un truc qui me hypait pas mal, c'est le jour où je sais même plus son nom en plus. Krustev. Non. Ouais, alors déjà oui. Mitchell.
Et non, le petit, Ouais, le petit balèze. Le petit balèze dans Keiko. Non, l'autre. Son... Kevin. Oui, Ah, voilà, pardon, wow. putain, oh là là. Oh, il y en a tellement. Ouais, voilà. Ben, du coup, ouais, c'est un peu la hype de se dire le jour où ils vont tous réussir leur comp à 100% et pas forcément avoir des petites irrégularités, en fait, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être vraiment une dinguerie, les 93. Parce que là, il y a toujours Keiko qui fait son fabuleux 9 sur 9, et après, bah, t'as Là, Galvin. Keiko, pas cette année. Non, pas cette année, du coup. Non. Mais après, très t'as cette Galvin, année. il se fait flinguer sur le squat. Là, la dernière fois, il s'était fait overturn. Ouais, Donc, il y après, a toujours des c'est- petits. Après, oui, ça fait C'est partie la du jeu, conf, hein, bien sûr. Mais je me dis, le jour où il y aura pas ça, il faut tous faire un perfect et ça va donner parce que le niveau, il est monumental, en fait. Moi, je pense que là-dessus, c'est Pitré qu'il faut regarder dans les prochaines compétitions parce qu'à mon avis, il va mettre une dose à beaucoup de 93. Ouais, et pareil, les gens le connaissent pas trop. Ouais. Et pareil, Brandon Pitré, Brandon c'est Pitré. 93. celui qui a gagné les Nationals. Nationals. Là, un nom aussi qui me vient en tête, c'est Randall. J'allais dire, le truc que je Randall, veux voir, c'est SSJ Bob et mon Randall. gars. Je pense que les Bah deux oui, sont. En fait, ils vont se pousser les deux. Les gens se et rendent même pas ça compte. risque- Les gens savent probablement pas qu'il y a un moins de 120 qui fait plus de 1000 kilos total et qui va arriver en IPF et qui va tout braquer. Et comme SSJ Bob, tu Mm. vois, les gens Parce ils que connaissent j'allais même pas dire- son blaze, ils connaissent Ouais. juste son nom sur Insta, mais en mode ils ont juste vu Ouais. un gars faire des grosses perfs et. Mille fois Du coup, deux. c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves un peu. Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'il peut plus aller au Worlds que du coup, pour les Ouais. gens, tant que c'est pas fait au Worlds, enfin, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, je suis d'accord avec ça, tant que c'est fait en National, ça vaut, c'est pas fait au Worlds. donc ouais, faut carrément. voir. Sur Worlds, en IPF. IPF. Bon, moi je vois la caméra qui a besoin de s'éteindre. C'est très bien. Donc Allez, je pense que on tu vas a faire une petite terminé. intro. Et La on va- outro. on va couper ça rapidement. Non, et ben déjà, merci d'avoir écouté. Et puis, abonnez-vous sur YouTube, Spotify. Un like, un commentaire si vous voulez qu'on réponde à vos commentaires sur Spotify et sur YouTube. YouTube en priorité, c'est plus simple pour nous pour Mais les voir. YouTube, ouais, c'est mieux. T'as pas l'application Spotify? Si, mais je galère à les voir, je sais pas pourquoi. Ok, bah, je suis peut-être un boomer. Je te montrerai. YouTube en priorité, c'est plus simple, franchement. Donc voilà, abonnez-vous, commentez et puis à À la bientôt. prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au revoir. Salut.